la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct en public du Théâtre L'Européen à Paris. C'est vrai. Quelle ambiance. Salut tout le monde. Attention, oh là là. J'ai fait un salut. Attendez. Parce qu'en ce moment, les saluts, c'est un peu technique. Moi, je suis comme Elon. Hein. Je fais les saluts, mais parce que je suis heureux. Alors, ça ressemble à des saluts nazis, mais c'est des saluts romains. Alors, c'est vrai que les nazis ont un peu copié les saluts romains. Mais ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, j'ai un tatouage SS, mais c'est sécurité sociale. Attention. Et oui, parce que je suis de gauche. No passara, Nastassia Pré. D'accord ? Hein, je précise, j'ai regardé vraiment les débats toute la semaine, c'était compliqué. Hein. Mais moi, je suis convaincu, il n'a pas fait un salut nazi. D'ailleurs, c'est parce qu'il est autiste. Et celui, ils ont dit, il est autiste. Et c'est vrai, souvenez-vous à Nuremberg dans les années 30, le plus grand rassemblement de neuroatypiques d'Allemagne. Et oui, hein, ils se saluaient. Ça ressemblait à un salut nazi, rien à voir. Ouh, pardon, j'ai failli déraper au début de l'émission. Vous avez vu, c'est bien rattrapé. Du coup, je vais vous saluer, mais les mains bien collées au corps, mes camarades. Juliette Arnaud est à mes côtés. Et bonjour. Faut l'applaudir, bien sûr. Ça va, Juliette ? Impec. Juliette, j'ai envie de te demander quel était le meilleur moment de ta semaine ? C'était à midi, Guillaume, quand tu étais en train d'envoyer des messages en DM à une députée américaine qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. Bah oui, je voudrais l'inviter. Et après, il vérifiait toutes les 5 minutes qu'elle avait regardé. Oui. Et elle a toujours pas regardé. Dégoûté. Également avec nous, Émeric Lompré, bien sûr, fidèle au poste. Émeric, j'ai envie de te poser la même question. Quoi le meilleur moment de ta semaine, toi ? Mais c'est un truc de droite aussi que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait ? Je suis allé voir le match NBA Spurs contre les Pacers. Ah oui, ouais. C'est vrai que j'ai vu les photos. Oui, et devant moi, il y avait Gabriel Attal et Lionel Jospin. Ah oui, de droite. Et combien t'as payé ta place ? Bon. Alors... Allez, on va passer à Pierre-Emmanuel Barré qui est là, bien sûr. Eh oui, il a dansé. Il vient de danser. C'est pas très radiophonique, mais venez assister à l'émission, vous le verrez danser. C'était très satisfaisant. C'était très satisfaisant de voir ce grand corps ondulé. Quel était le meilleur moment de ta semaine, Pierre-Emmanuel ? Les gens veulent savoir. C'est incontestablement maintenant, hein, parce que mes 2 enfants avaient la grippe et je me suis fait gerber dessus toute la semaine. Vraie histoire. Et nous rejoindrons pendant l'émission Douli Hakimomiri et Florian Gouttière. Allez, on est parti. Breaking news, priorité au direct. L'actu est chaude comme la maison de Laetitia Hallyday à Los Angeles. C'est la revue... Non, on n'a pas le droit de dire ça, pardon. C'est trop tard, c'est en direct. C'est la revue de presse, allons-y. Oui, c'est moi qui commence, j'ai une info. Et allez, c'est reparti. Devant la dégradation du Louvre, Emmanuel Macron annonce s'y rendre mardi pour faire un grand chantier présidentiel. Et allez, c'est reparti. Et ouais, ça lui a réussi Notre-Dame, alors il n'en a plus rien à foutre. Il a laissé le pays à Bérou, il pose du placo. La bonne nouvelle, c'est que dans le BTP, il y a un accident du travail toutes les 3 minutes. Alors on croise les doigts. Et moi j'ai une info, à ce moment-là on fait ce qu'on veut quoi. Si Trump annexait le Groenland, la Chine voudrait récupérer Taïwan. À ce moment-là on fait ce qu'on veut quoi. Ouais c'est clair, moi j'aimerais bien récupérer mon ex. Reviens Chloé, j'ai changé. J'arrête la console, le karting et le chabit avec ta mère. On ira au musée. Attends quoi ? Ouais j'ai mal mis la virgule. Oui, mais ça on comprend. Et avec ta mère, on ira au musée. Ah oui, voilà, c'est plus clair comme ça. Moi, j'ai une info et qui s'appelle Oriot, l'esclavage. La porte-parole du gouvernement, Sophie Privat, défend l'idée de 7 heures de travail obligatoire non rémunéré pour tous les salariés du public et du privé. Et qui s'appelle Oriot, l'esclavage. Attendez-vous à de très bons albums de blues dans quelques années et à de très mauvaises reprises d'Eddie Mitchell. Alors moi, j'ai une info. Dites les mots. Ça a encore un sens ou plus du tout ? Accusé d'une nouvelle agression sexuelle, Dominique Pellicot a fait savoir par la voix de son avocate qu'il était, je cite, absolument stupéfait. Dites, les mots, ça a encore un sens ou plus du tout ? Enfin, monsieur Pellicot, absolument stupéfait, sérieusement ? Je sais pas, moi, dis que t'es emmerdé, dis que t'as oublié, il y en a eu trop, dis rien même, on aura moins envie de te faire bouffer du carrelage. Ah oui, ça te fait rire, mais de manière un petit peu... Amère. Montre comment tu rigoles de manière amère. Oui, c'est ça, je reconnais. Moi j'ai une info, oui mais non. Bruno Retailleau a été critiqué pour avoir dit qu'il se sentait très proche du collectif d'extrême droite identitaire Némésis, connu pour son discours xénophobe, raciste, anti-islam, anti-immigration et anti-transidentité. Oui, mais non. Et oui, effectivement non. Après, il a dit qu'il avait lu que le collectif avait traité Valérie Pécresse d'islamo-droitarde. Et ça, pour Bruno, c'est non. Tout le reste ok, mais pas tout Chavaloche. Moi j'ai une information. Bah quoi, Guillaume ?
Elon Musk accusé de salut nazi, Benjamin Netanyahou lui apporte son soutien. Mais quoi, Guillaume? Non, rien, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Non, passons à autre chose. Ah si, je sais. Non, je sais pas. Enchaînons. Moi j'ai une info, c'est Guillaume qui va être content. Un bébé phoque est né sur l'île de Saint dans le Finistère en Bretagne. Ah bah c'est Guillaume qui va être content. Ouais, donc c'est un breton ce bébé phoque. Ses premiers mots auraient été je remets la mienne, on part pas sur celle du patron. Il est hors de question qu'on ait des autoroutes. Bien. C'est Allez. bretonophobe. Allez, on Juliette. enchaîne. Moi, On a le droit à l'échec dans cette Mais émission. même vous rigolez pas à ma blague. Si, on rajoutera des rires dans les podcasts. Oui, on rit, mais amèrement. Moi, j'ai une info. On est vraiment absolument stupéfait. Ebony, hier soir, n'a pas gagné la finale de la Star Academy. On est Vraiment stupéfait là. Voilà, Ebony, la candidate qui s'est mangée une vague phénoménale de haine raciste sur les réseaux sociaux, sans doute parce qu'elle a l'air d'être une femme et une femme noire. Donc elle n'a pas gagné et ça c'est vraiment totalement stupéfiant. Je suis stupéfiée. Non, on n'est pas stupéfait. On est fatigué. J'ai l'impression que il y a un rire amer, j'ai l'impression, Juju encore. Allez, ne restons pas là-dessus. Juju, Emeric, ne reste pas non plus sur cet échec, ce bébé phoque breton légendaire. Je le referai plus tard. Oui, c'est ça. Puis il faut le contexte, peut-être il y a un truc un peu Oui, il faut visuel le à costume trouver. de phoque Un et tout, costume quoi. de phoque. Je te rappelle que tu as une petite séquence en fin de revue de presse qui est très attendue. Les gens adorent ça. Les gens. Ah oui. Et c'est maintenant. Emeric. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Cette semaine, Guillaume, Oui. j'ai voulu axer ma séquence phare autour du thème de l'art culinaire. Et oui, petit chanceux et gourmand. Aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin de l'année, je vais vous donner une recette de cuisine de bien de chez moi. Ah bah super. La France. On s'en lèche déjà les babines. C'est super, Emeric. Merci. Ouais. Et aujourd'hui, comme nous sommes en hiver et que le temps n'est pas à la fête, nous allons cuisiner un radiateur. Mais non, bonne de zouzou, c'était pour vous faire marrer. Nous allons aujourd'hui travailler avec des ingrédients très riches en matière grasse, tels que des lardons, du beurre ou encore des pommes de terre bien généreuses. Et ainsi, nous procurer un plat qui nous fera passer l'hiver et peut-être même prendre une taille de pantalon en plus. Excellent, c'est bien, Emeric. C'est pas parce qu'on parle de nourriture qu'on peut pas se fendre la poire. Non. Il y a un jeu de mots là. Non. Laissez-moi travailler. Aujourd'hui, nous allons faire la recette que j'appelais la gourmande. Et je vais le faire avec l'accent marseillais, car c'est plus rigolo et on a le droit, c'est pas raciste. Alors que l'accent chinois, on n'a pas le droit car c'est raciste, mais c'est plus rigolo. Par exemple, si je fais... Non. C'est mieux, non. Très bien, Guillaume. Voilà. Belle intervention. Alors, ingrédients. Attention, cette recette est pour 4 personnes, donc 4 gros mangeurs. Qu'est-ce qu'un gros mangeur? C'est quelqu'un, par exemple, à un moment donné, il dit « Tiens, je fais une pause, je vais manger mes 8 saucisses. » Les ingrédients. 1,5 kg de lardon. 10 litres de vin blanc sec. Ou pas sec, ou même le rouge, ça passe. 4 kg de pommes de terre à la chair fondante. Vous pouvez prendre des variétés telles que les Agatha, Marabelle, mais certainement pas les variétés Roosevelt. C'est les enculés. Alors, c'est pas compté dans mon cachet. Hein. Alors, du reblochon en quantité suffisante. Quand je dis quantité suffisante, j'entends par là que je veux pas entendre. Putain, il manque du reblochon. Des oignons en ribambelle d'oignons, n'hésitez pas, on n'a jamais trop d'oignons. Trop d'ennuis, oui, mais pas trop d'oignons. C'est pas parce qu'on parle de cuisine qu'on ne peut pas rire. Attends, c'est super, mais c'est la recette de la tartiflette là. Ouais. Oui, non, mais en fait, pour la première recette, je voulais partir sur une base sûre, mais les prochaines, ce sera des plats inventés. Je vais faire genre la langue de pied au dos de cerf. Alors. Ouais, je crois que vraiment, je préfère écouter la pub. Ah bon? Ouais, non, je suis désolé. Et le truc le plus surprenant, c'est qu'il y a encore des marques qui veulent bien annoncer, faire des publicités après cette séquence. Des marques de reblochon? Ok, allez, on y va. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Emeric Longpré, Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est le moment d'accueillir notre invitée du jour. Elle est professeure en sciences politiques à Paris 8, maîtresse de conférences, spécialiste des violences policières, de la répression, des mouvements de contestation. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas un tatouage, Darmanin c'est très bien, ou Castaner c'est super. C'est Vanessa Codaccioni.
Merci Vanessa. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Tu confirmes la manière dont je t'ai présenté? Professeur des universités, mais ça va. Professeur des universités. Et pour les tatouages, Yana, mais effectivement, c'est pas Darmanin. C'est pas cela. Je ne veux pas en savoir plus pour les tatouages. Je voulais d'abord revenir sur ton parcours. Tu as fait une thèse intitulée, je cite la thèse, Punir les opposants, une sociologie historique des procès politiques et des interactions répressives entre le PCF et l'État. Yes. Tu confirmes? Alors, on parle d'un PCF pré-Fabien Roussel. Ah oui, là, Rien à voir, sinon ça serait vraiment tongue ou barbecue. Stalinien. Stalinien, voilà. Donc tu t'intéresses depuis longtemps à la répression des mouvements politiques, des mouvements de contestation. Comment ça t'est venu? Est-ce que tu traînais dans les manifs étant petite? En fait, ma famille est anti-flic, pour le dire de manière Ah oui, d'accord, ok. cash. On les embrasse. Voilà. Comme ça, on gagne du temps, très bien. Sachant que ta famille est corse. Alors, ma famille est corse, du côté de mon père, donc moi, je me suis retrouvée à des cafés-terrasses où il y a une voiture de police qui passe et tout le monde se lève pour huer, donc ça, c'est quand même des choses assez incroyables. Ça marque une enfance, quoi. Voilà. Ouais. Ça marque une enfance, et puis voilà, la répression, en Corse, on connaît bien, donc c'est ça, et puis voilà, j'avais un grand-père communiste qui avait fui le franquisme. Enfin bon, voilà, je suis quand même très marquée par ces questions de police, répression, autoritarisme dans ma famille, quoi. Il y avait un bain, quoi. Tu baignais dans quelque chose dans ce ordre-là. Je baignais ça, ouais. Aujourd'hui, on te présente comme une politiste. Ouais. Politiste, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est une politiste? Est-ce qu'on n'est pas un peu tous politistes? Dès qu'on a bu 2 verres de blanc, par exemple, on est très rapidement politiste, j'ai l'impression. Il y a la personne qui parle de politique, qui dialogue politique, qui connaît la politique, bon ben voilà. Et puis tu as le politologue ou le politiste. Le politologue, c'est plutôt un expert en sciences politiques, c'est ceux qu'on voit sur les plateaux de BFM. Et puis... Alors, rien à voir. Mais sans mépris, hein. Aucun. Non, c'est des faits, c'est factuel. Voilà, c'est factuel. Et puis tu as le politiste qui est un universitaire ou une enseignante-chercheuse ou un enseignant-chercheur de sciences politiques. Voilà. Okay. Donc je suis chercheuse en sciences politiques. Et un autre des métiers, enfin des noms de métiers que tu fais, c'est socio-historienne. Ouais. Socio-historienne, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que tu fais de la sociologie, mais sur une période longue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des phénomènes très longs, par exemple. Est-ce que l'État réprime plus aujourd'hui qu'il réprimait il y a 50 ans? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Ah oui, c'est pas sur des grosses journées, quoi. C'est pas... Et au départ, tu as fait des études d'histoire et j'ai lu que tu avais bifurqué vers le droit. En fait, j'ai été obligée de bifurquer en fac de droit parce que la science politique à Montpellier, c'était dans la fac de droit. Et tu pouvais l'intégrer qu'après la licence, donc en licence, donc il fallait faire 2 années avant et j'ai fait de l'histoire avant. Mais ce qui m'a permis, en fait, d'avoir ce goût pour l'histoire et pour les archives, les phénomènes sociaux sur le temps long. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et ça m'a beaucoup servi. Et donc, j'ai bifurqué en fac de droit, mais en sciences politiques. Okay. Et alors, pas en droit. Entrons dans le vif du sujet, parce qu'on parle violence et on parle d'État. On dit toujours que l'État possède la violence légitime. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quelle est la conséquence de cette affirmation? L'État possède le monopole de la violence légitime. Donc le monopole, ça veut dire que c'est lui qui détient la violence par l'armée, par la police, par la justice, et que personne d'autre ne peut utiliser la violence sans être réprimé par l'État. Vous cassez la gueule à un policier, vous faites de la rébellion, de l'outrage ou des violences contre les forces de l'ordre. Eux, par contre, peuvent vous violenter. Si un policier vous violente, vous ne pouvez pas répondre. C'est ça le monopole de la violence. La question, c'est violence légitime. Mais légitime pour qui, en fait ? Est-ce que la violence d'État, elle est légitime pour vous et pour moi? Non. Elle est légitime pour celles et ceux qui gouvernent et pour celles et ceux qui exercent la violence. Donc, mais c'est une formule weberienne pour dire que c'est l'État qui exerce la violence et que personne d'autre ne peut l'exercer à part lui. Les défenseurs de cette doctrine vont dire si vous attrapez quelqu'un qui fait je sais pas, un cambriolage, mettons, ou une agression dans la rue, la police doit intervenir puisqu'elle a cette légitimité et elle peut intervenir avec la violence parce que... c'est le travail, c'est leur travail, et puis l'État il est là pour séparer ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, et quand c'est pas légal, pas permis ou pas légitime, et c'est pour ça qu'il y a de la répression politique aussi, c'est-à-dire quand on estime qu'une lutte, elle n'est pas légitime, quand le pouvoir estime qu'une lutte n'est pas légitime, et c'est les militantes et les militants vont être réprimés. Donc, du moment que vous faites quelque chose qui n'est pas permis, autorisé ou pas légitime dans un certain sens, vous risquez la répression. Donc là, on en vient justement à tes sujets de thèse et puis à l'actualité. Ouais. Quand on demandait tout à l'heure comment ça se passe sur le temps long, est-ce que l'État réprime plus aujourd'hui qu'avant, selon toi? C'est difficile de répondre à cette question parce que si on regarde avant, on voit quoi? En fait, on voit des tortures, on voit des massacres dans les rues. Je pense à Charonne, je pense au 17 octobre 61 où il y a des centaines d'Algériens qui ont été tués et noyés dans la Seine. Donc évidemment, quand on passe à ça, on se dit ah non, quand même, c'est mieux aujourd'hui. On a l'impression, ouais.
On a l'impression, mais en fait non. C'est que c'est juste, ça s'est transformé, ça s'est rationalisé. Par exemple, aujourd'hui, il y a une forme de répression dont on ne parle pas beaucoup, qui est la répression par les préfets, qui est une répression administrative. C'est par exemple les interdictions de manifester. C'est par exemple C'est-à-dire en amont, on arrête des gens. On arrête les gens avant même qu'ils fassent quelque chose. Donc et ça a une base légale ? Oui. Ou c'est de la... Oui, d'accord. Oui, c'est une base légale, évidemment. C'est un pouvoir qui est accordé au préfet, c'est de la répression administrative. Et c'est-à-dire, qui dit au préfet, vous êtes autorisé à interdire des manifs sur tel et tel sujet? C'est le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur. Il faut savoir que le patron d'un préfet, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc eux, ils sont intéressants pour la répression parce qu'ils dépendent directement du pouvoir politique. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis tu as des formes de répression dont on parle quand même beaucoup plus depuis Darmanin, c'est la dissolution des organisations. Par exemple, on va dire, cette organisation-là, eh bien non, ce qu'elle fait, c'est violent, c'est pas légitime, vous voyez bien, c'est dangereux, c'est criminel, on va dissoudre. Ça veut dire que du jour au lendemain, votre organisation, votre lutte, elle est dissoute. Et Darmanin, il faisait beaucoup ça, et j'ai vu que Retailleau, là, voulait dissoudre la Jeune Garde, qui est un mouvement antifasciste. Voilà, donc il veut absolument faire ça, on va voir ce que ça donne. Retailleau, il veut faire ça. Mais là, il y a un... c'est un politologue à ses heures perdues, Aymeric Laurent. Il dit que ça, mais ça dit beaucoup. Et moi, c'est sur CNews. Mais ça suscite quand même un problème, parce que, en gros, moi, je me suis entendu me réjouir quand Darmanin, il a dissous Génération Identitaire. Ah, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait de la répression de l'extrême droite ? C'est un vrai problème. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ? Alors moi, je dis méfiance. Et pourquoi est-ce que je dis méfiance ? Parce que justement, j'ai la vision sur le temps long. Et je vous donne un exemple. Ce dont je vous parlais, sur la dissolution administrative ou les dissolutions des organisations. Quels sont les premiers groupements qu'on a dissous ? C'est des ligues d'extrême droite en 1934. Et c'est la gauche qui a porté des lois pour pouvoir dissoudre. Et la gauche était super contente de se dire « on peut dissoudre des ligues d'extrême droite, c'est super ». 3 ans plus tard, qui est dissous ? Le Parti communiste français, donc l'extrême gauche. Pareil, à la fin de la guerre d'Algérie, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour réprimer l'extrême droite pro-Algérie française et très violente, etc. 2 ans plus tard, c'est mai 68, où c'est des gauchistes qui vont être réprimés avec les mêmes dispositifs. Donc je dis toujours, il faut faire très attention quand on applaudit à la répression de l'extrême droite, parce que ça veut dire que très vite, c'est l'extrême gauche qui va être touchée. Enfin, il y a une vraie question, d'une part, de circulation de dispositifs, c'est-à-dire qu'on va accepter des choses quand ça concerne l'extrême droite, et très vite, ça va se retourner contre d'autres forces politiques. Et puis, ça pose une autre question, est-ce qu'on est vraiment pour la répression quand ça touche l'extrême droite? Mais quand c'est les méchants. On avait dit que les méchants étaient méchants et les gentils gentils. C'est ça. Ça pose aussi la question du fichage. On entend beaucoup, par exemple, fichier S. Qu'est-ce que c'est exactement un fichier S? Les chaînes d'infos n'arrêtent pas de parler de fichier S. Ouais. À quoi ça correspond? Fichage S, c'est que vous avez été considéré comme dangereux pour l'ordre public et donc vous êtes fiché. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés de fiche S. Par exemple, vous pouvez être fiche 1, c'est-à-dire vous avez côtoyé quelqu'un qui est radicalisé. Alors radicalisé... c'est vaste, quoi. Ouais. Radicalisé. Et puis après, il y a possiblement, plus vous montez, plus vous êtes dans des réseaux, on vous a vu avec des gens, on vous a vu peut-être aider quelqu'un qui... Enfin, il y a plusieurs degrés, mais vous n'avez rien fait d'illégal. C'est-à-dire que le fichage, c'est ce qui permet de vous avoir sous l'œil, de vous surveiller, peut-être plus tard pour vous réprimer, mais vous n'avez rien fait de répréhensible au regard de la loi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a une surveillance particulière? Genre ils ont le droit de faire plus d'écoute ou... C'est une surveillance particulière, le fichage S, et puis ça peut vous discréditer. Vous êtes fiché S, donc vous êtes un dangereux, vous êtes quelqu'un qu'il faut bannir de la société, bannir du champ politique, etc. Donc dans ces fichiers S, il y a des islamistes, mais il y a aussi des écolos, il y a des militants des droits de l'homme, il y a des Basques, il y a des Corses, il y a des syndicalistes, il y a des anarcho-autonomes, il y a des antifascistes, voilà. Il y a des fascistes. Est-ce qu'il y a des présentateurs radio? Oui, d'accord. Bien sûr. Comment tu le sais? Est-ce que c'est pas public? Non, c'est pas public, tu peux pas le savoir. En fait, tu peux faire une demande pour le savoir, mais je crois que c'est très difficile et au bout d'un moment, tu peux arriver à savoir si tu es fiché, mais c'est très rare. Et en général, tu l'apprends quand tu es réprimé, c'est-à-dire tu es arrêté, tu ne veux pas à 100%, tu dis mais vous êtes en plus fiché S, ah oui, ou il y a des gens qui l'ont appris quand ils sont arrivés dans un aéroport et ils voulaient passer la frontière, on leur dit ah ben non, vous passez pas, vous êtes fiché S, ah ok. Ah oui, c'est pas pour le bilan carbone quoi, non, c'est non, vraiment... Ok, on va y revenir si je peux me permettre Juliette, on a jusqu'à 20h pour parler de tout ça, on va continuer à en parler, mais pour se détendre un peu, on va écouter un petit peu de musique pour rendre hommage à la police. Juliette, j'imagine que c'est « Et tu tapes, ce refrain qui te plaît? Non? Je sais pas, je suis pas sûre que ça nous détendrait. Bon. Et c'est pourquoi on va plutôt écouter un titre de Lenny Kravitz qui est intitulé Honey, pour le sucre justement, pour le pic glycémique. Et puis parce que je suis allée regarder son clip. Et en gros, le gars, il a la même allure que quand je l'écoutais en boucle pour réviser mon bac. Et ça, c'est douloureux.
C'était Honey de Lenny Kravitz. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey. Notre invité, la professeure en sciences politiques, Vanessa Colaccioni. Douli nous a rejoint également. Mais avant de reprendre le cours normal de cette émission, Pierre-Emmanuel, c'est l'heure de la séquence Les insultes à Guillaume. J'ai changé le nom parce que la partie des questions auditeurs, c'est devenu quasi anecdotique. Donc, bien, oui. Une fois de plus, Guillaume, c'est une mauvaise décision. Voyez-vous, jeudi dernier, la plume à la main, le regard sur l'horizon, je songeais à ma chronique, bercée par le son des vagues se brisant sur la falaise et le cri des mouettes qui déchiraient l'air moite de l'océan. Je me disais, que pourrais-je bien écrire cette semaine pour nuire à Guillaume? Et plus je réfléchissais, plus tout cela me paraissait futile. Devant moi, la page de mon Moleskine restait désespérément blanche, quand d'habitude quelques instants me suffisent à la noircir de formules audacieuses et élégantes, dévoilant vos innombrables défauts, Guillaume. Dans le ciel, quelques goélands se disputaient leur maigre pêche, et à chaque attaque, un peu de leur précieux repas tombait dans l'écume, englouti à jamais par l'océan. Ne sommes-nous pas comme ces oiseaux, pensais-je ému? Nos penchants pour les joutes verbales ne nous privent-ils pas des délicieux, précieux délices, de la vie? Et puis soudain, je me suis rappelé que j'habitais dans les Cévennes et qu'il n'y a pas la mer. Heureusement, tout cela n'était qu'un vilain cauchemar. Par contre, comme j'ai dormi sur mes heures de travail, j'ai pas eu le temps d'écrire beaucoup. Du coup, regarde, j'ai juste mis Meurice, tellement il a pas de personnalité, l'insulter, c'est compliqué comme grimper sur un mur tout lisse, on peut s'accrocher à rien. Voilà. Allez, on passe aux questions des auditeurs. Et cette semaine, exceptionnellement, je les ai lues. Et exceptionnellement encore, il y en avait une intéressante, c'est Youssef qui nous écrit de Guingamp et qui nous dit « Bonjour Pierre-Emmanuel, allez-vous encore inventer des questions d'auditeurs ?» Eh bien Youssef, oui, figurez-vous que j'en ai une juste là sous les yeux et il s'agit de Daphné Mouton qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui a été cette semaine le théâtre d'un scandale comme la commune n'en avait pas connu depuis la démission en 1957 du maire Ferdinand Maurice. Le grand-père de l'actuel maire, Guilhem Maurice, avait en effet été contraint de quitter ses fonctions quand il fut découvert que durant la guerre, il avait caché des enfants juifs dans son grenier. Où est le mal, me direz-vous? Eh bien, il s'agissait de la guerre d'Indochine. Et personne, à l'époque, ne cherchait à déporter des juifs. Près de 70 ans plus tard, à l'instar de son aïeul, c'est Guilhem Maurice qui se retrouve au cœur d'une bien sombre affaire suite au hacking de la boîte mail du maire par le lanceur d'alerte Jurgef Yugoslav. La Gazette de Saint-Roustan a en effet publié les Saint-Roustan Papers, regroupant près de 30 000 courriels échangés sur la période 2017-2024 dans cette montagne de correspondances au milieu des commandes d'agrafes pour la mairie, des vœux de bonne année aux administrés et des propositions de menus pour la cantine de l'école Nadine Raziliac. Rien. Rien. Pas une seule information compromettante pour l'élu Guilhem Maurice et c'est bien ça qui fait scandale. Selon l'association Racilariens en colère et son porte-parole Arsène Philippon, une telle honnêteté est inadmissible pour un politicien de cette envergure. Il dénonce le manque de professionnalisme du premier édile et déclare dans la Gazette « Un maire s'est élu pour faire du trafic d'influence et des prises illégales d'intérêt, pas pour être au service de ses administrés. Déjà que Saint-Roustan n'existe pas, comment voulez-vous qu'on parle de nous si en plus le maire respecte la loi ?» Celui par qui le scandale n'arrive pas, Guilhem Maurice, a pris la parole lors du dernier conseil municipal pour dénoncer une chasse aux sorcières, puis, devant les huées de l'opposition, s'est jeté sur Sylvie Gourguechon, adjointe à la culture, et lui a empoigné la poitrine en criant « Ça y est, j'ai un MeToo, j'ai un MeToo !» Cet acte courageux suffira-t-il à apaiser la colère des Racilariens? Rien n'est moins sûr. On fera le point prochainement. Stay tuned. Revenons à nos moutons avec Daphné. Oui. Je l'ai appelé comme ça au début juste pour pouvoir faire la blague. Daphné qui nous demande comment se passe le Dry January d'Aymeric. Eh bien Daphné, à merveille. Figure-toi, depuis le 1er janvier, Aymeric n'a pas touché à un seul verre, puisqu'il a décidé de ne boire qu'au goulot. Voilà, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci quand même, Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume.
Ah oui, Guilhem, Guillaume, il y a un truc, Merci beaucoup. On est toujours avec la politiste Vanessa Codaccioni, spécialiste de la répression, des violences policières, etc. Juliette, tu avais une question à poser à Vanessa. Et c'est une question pour la socio-historienne. Ça remonte à quand la criminalisation par l'État des militants? Ça a toujours existé en fait. Enfin, des gens qui ont été réprimés par ceux qui détiennent le pouvoir parce qu'on les considérait comme des traîtres, des espions, des comploteurs, des fraudeurs, des malfaiteurs, ça a toujours existé. Mais si on voulait vraiment remonter à la criminalisation politique que l'on connaît aujourd'hui, c'est plutôt Révolution française. À partir de ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle les crimes et les délits d'atteinte à la sûreté de l'État, donc d'atteinte à la chose publique. Tu fais. Et ça, c'est la révolution. Enfin, je veux dire, c'est les révolutionnaires qui inventent ça. Ils n'ont même pas attendu Napoléon. Après, mais non, sous la Révolution française, c'est à ce moment-là que la notion de maintien de l'ordre elle apparaît, que les crimes politiques apparaissent, etc. Mais en fait, c'est l'héritage de crimes qu'on appelait des crimes de lèse-majesté. Donc, avant, quand tu faisais quelque chose de mal, tu attentais au roi, à la royauté. À partir de la Révolution française, tu commences à attenter à l'État, aux politiques, au président, enfin pas au président à l'époque, mais en tout cas au chef de l'État, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là. Et ensuite, tu as des accélérations dans l'histoire, au moment de la Commune de Paris, par exemple, où tu as effectivement des dizaines de milliers de personnes qui sont réprimées. C'est-à-dire à chaque fois qu'en fait il se passe un truc dans la rue qui fait peur à l'État. Tu as plusieurs situations. Soit tu as un moment de forte conflictualité politique et sociale, un mouvement social d'ampleur, des manifestations d'ampleur, on peut penser aux Gilets jaunes, on peut penser aux retraites, on peut penser que ça. Soit tu as des moments de guerre ou de post-conflit. C'est par exemple après la Seconde Guerre mondiale, tu as l'épuration, après la guerre d'Algérie, tu as la fin de la guerre d'Algérie, et pendant la guerre d'Algérie, pendant les guerres, tu as énormément de criminalisation du militantisme. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, tu as les indépendantistes qui sont réprimés, mais tu as aussi ceux qui aident les indépendantistes et c'est leur solidarité qui est criminalisée. C'est ce qu'on a vu aussi après le 7 octobre en France. Alors, il y a ça, mais moi, c'est ma petite question BFM TV. Il y a aussi ce qu'on appelle les casseurs. Ah oui. Alors, toi, est-ce que tu étudies ces mouvements-là? Parce qu'il y a des casseurs qui peuvent être des casseurs de pillage ou d'opportunisme, on peut dire. Il y a aussi le Black Bloc, qui est un vrai mouvement politique. Ouais. Est-ce que toi, tu étudies ces mouvements-là et qu'est-ce que tu as... Alors, j'étudie pas ces mouvements-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la violence politique de manière générale et la manière dont elle est réprimée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la casse, le casseur, dans le langage politique, ça apparaît vraiment dans les années 1970. On va créer une loi anti-casseur, où en fait, toute personne qui participe à une manifestation, même si elle a rien cassé, même si elle a rien fait, elle peut payer des dommages et intérêts. C'est ce qu'on appelle la responsabilité collective. Il suffit d'être à côté de quelqu'un qui pète un carreau. Exactement, ou de participer à la manifestation. Ah oui, juste à participer, d'accord. Et en fait, ça a servi à réprimer des gens dans des manifs, à réprimer des paysans qui étaient en lutte, à réprimer des étudiants, etc. Et en fait, effectivement, tu as deux types de casses, mais qui sont en fait réprimés quasiment de la même manière si on regarde. Tu as ce qu'on appelle le cassage vol, donc c'est des gens qui vont casser des vitrines ou profiter d'un casse de vitrine pour aller voler quelque chose. Ils vont aller voler des sacs de luxe, ils vont aller voler des téléphones portables, ils vont aller voler des chaussures, etc. Et puis tu as la casse pour la casse, qui est la casse de, je sais pas, un McDo, une banque, etc. Voilà, mais les deux vont être réprimés par les mêmes types ça va être de la comparution immédiate, ça va être voilà. Avec les mêmes arguments, quoi. Avec les mêmes arguments, ouais. Et toi, tu as écrit Punir les opposants en 2013 et Justice d'exception en 2015. Ouais. Est-ce que tu constates des choses qui ont changé depuis 10 ans? Qu'est-ce que tu réécrirais autrement aujourd'hui? Pas grand-chose. Ah oui, vraiment, ouais. Non, j'écrirais exactement de la même manière. D'ailleurs, punir les opposants, c'était ma thèse, donc ça, c'est la période de guerre froide, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. C'est une histoire que j'ai écrite et sur laquelle j'aurais rien à rajouter en fait. Et Justice d'exception, donc c'était 2015 et j'ai fait une réédition en janvier, en 2024, et j'ai fait une préface où je dis qu'en fait rien n'a changé et tout se confirme. C'est-à-dire que ce que je disais en fait, c'est que pour réprimer des individus, des groupes, des luttes, on va utiliser des dispositifs d'exception et que ces dispositifs d'exception, ils vont rester. Donc ce qu'on peut appeler l'état d'urgence. Alors justement, et en fait mon bouquin, donc Justice d'exception, il est sorti la veille des attentats du 13 novembre et la veille de l'état d'urgence. Et en fait, tout ce que j'avais vu dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs d'exception, mais qu'en fait, les dispositifs d'exception, non seulement ils vont durer dans le temps, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est exceptionnel, ça va être 15 jours. En fait, l'état d'urgence chez nous, il a duré 2 ans. Mais évidemment, plus ça dure, plus ça touche des gens qui n'étaient pas du tout prévus au départ. C'est-à-dire que l'état d'urgence, on le sait, ça a été soi-disant mis en place pour lutter contre des djihadistes ou des terroristes qui allaient passer à l'acte. 3 semaines après, c'était des militants écologistes qui étaient assignés à résidence au nom de l'état d'urgence. Donc tous ces phénomènes-là que j'avais vus, on ne cesse de les revoir
institutionnalisation de l'exception, sa durée, et puis le fait que ça touche de plus en plus d'individus. Juliette ? Mais dans le même temps, je t'ai entendu dire qu'au moment où François Hollande envisageait d'arrêter l'état d'urgence, 3 semaines après, il y avait l'attentat de Nice. Exactement. C'est-à-dire que le problème, il est là. C'est un peu qu'une fois qu'un état d'exception est mis en place, les gouvernements, même s'ils veulent officiellement en sortir, ils peuvent pas. Parce qu'il va toujours y avoir un acte violent, il va toujours y avoir un fait divers, il va toujours y avoir un drame qui fait qu'ils en sortent pas. Par exemple, Barack Obama a toujours dit qu'il fermerait Guantanamo. Oui, Guantanamo, ça existe toujours. Biden a dit qu'il fermerait Guantanamo. Pourquoi il ne le ferme pas? Parce qu'on va dire pour des raisons de sécurité, pour plein de raisons on ne va pas détailler ici. Mais en fait, une fois qu'un dispositif d'exception est là, pour le supprimer, il faut sacrément de courage. Et la dernière fois qu'on a supprimé des vrais dispositifs d'exception, c'était Robert Badinter, qui a supprimé la loi anti-casseurs, qui a supprimé des tribunaux militaires et des juridictions d'exception. Donc ça remonte à 81. Merci Vanessa pour tout ça. On va revenir évidemment jusqu'à 20h sur ces sujets-là. Mais c'est le moment de retrouver celle qui n'a pas étudié la science politique, mais qui, à la manière de Léa Seydoux, a fait, je dirais, l'école de la vie, de sa propre vie, qui a plein de trucs à nous raconter. C'est la fantastique Douli qui est avec nous. Comment vont mes petits culs 2025? Eh ben, ça fait plaisir. Alors, en ce début d'année, un gang de rongeurs toxicomanes. Elle va encore nous parler de drogue, là? Non, ça n'a rien à voir. J'ai donc lu que des rats toxicos se défonçaient actuellement dans les stocks de pièces à conviction des flics au Texas. Apparemment, les rats texans n'en ont rien à carrer des bonnes résolutions. Ratatouille se met minable à la coque, au champi et à la bœuf datant des années 90. J'ai vraiment hâte de voir la gueule de Ratatouille 2. Mais Ratatouille n'est pas le seul, puisque la consommation de cocaïne des Français aurait doublé en 1 an. Voilà, visiblement mes campagnes de prévention ne font pas le tour de l'Hexagone. Du coup, Darmanin s'est dit, tiens, et si on foutait les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison de haute sécurité? Alors, mon petit Gérald, à Camoussa, question, sachant que là, la demande de logement vient de toi, quels sont les élus que tu vas devoir turluter? Bim, vanne politique, ça, c'est fait. Bref, pour ceux qui n'ont pas respecté le dry January, ne vous en voulez pas. Je vous propose une session de rattrapage avec le dry bullshit February. 1 mois sans mensonge, 1 mois sans mytho. Et c'est super parce que cette année, il n'y a que 28 jours en février, donc ça devrait bien se passer. J'avais un pote qui mentait tout le temps, mesquine, il était alcoolique. À chaque fois, je le grillais, il niait. Il disait, je lui disais, toi, tu sourirais avec des poils de couilles coincés entre les dents, tu me dirais encore que t'as bouffé un kiwi. Non, ce qui est dommage avec le mensonge, c'est que quand on s'en aperçoit, et on va s'en apercevoir, t'as vraiment l'air d'un con, quoi. C'est-à-dire, tu mets 1m80 sur ton profil Tinder, tu fais un petit 1m62 Air Max comprise, a priori, je vais très vite m'en apercevoir. En ouvrant la porte, voire en regardant dans le Judas. Il y a un gars avec qui je devais bosser, comme ça, qui était tout le temps déchiré à la coke. Du coup, il racontait que des mythos pour esquiver les rendez-vous. Un jour, il m'a dit, à l'enterrement du père de mon voisin. Déjà, bon. Non, mais il s'est dit, il y a un mort, ça va passer. Bah non, en fait, on n'enterre pas les gens à 21h30. Ou sinon, dis-moi dans quel resto vous allez l'enterrer, je vous rejoins pour le café. Il m'a quand même dit, ma mère a fait un AVC des yeux. Ah bah là, le mec est prêt à tout, hein. J'ai croisé un gars bourré dans une soirée qui m'a lâché. Je te raccompagne si tu veux. Moi, quand je picole, je conduis beaucoup mieux. J'anticipe tout. La nuit, je vois beaucoup plus loin. C'est fou. Ah bah oui, c'est bien connu. L'alcool rend nyctalope. Et le cartable Kung Fu Panda coincé dans le pare-choc de ta caisse, il est d'origine. Après, il y a quelques fois où t'es bien obligé de mentir. Tu vois, si en soirée, un ami te demande ton avis sur sa tenue, tu lui dis « Oh, jogging, mocassin, écoute, l'audace te va ravir. » Par contre, si te pose la question quand vous êtes encore à l'appart, là, tu peux lui dire, écoute, chacun ses goûts, la merde a bien le sien. Voilà. Et alors, ce mytho tellement cramé qui me régale à chaque fois. Tu sais pas ce qu'il a dit, le boss, aujourd'hui? Il a dit, allez, hop, 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 au boulot. Ah, j'ai pété les plombs direct. Attends, hop, 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 au boulot. Et moi, tu me connais, ça passe pas ce genre de truc. J'ai dit, attendez, là, monsieur Rapi, vous vous foutez de notre gueule. Il y a pas de, hop, 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 au boulot, mais on est où, là? J'espère que les prud'hommes, ça te parle plus que le dentifrice, mon petit bonhomme à la laine qui tape. Et non, Jean-Louis, tu mens, tu n'as pas dit ça, monsieur Rapi. Ça, tu l'as dit dans ta salle de bain, dans ta voiture peut-être, ou dans ton lit hier soir. Oh oui, tu avais le torse bombé sous ta couette en insultant monsieur Rapi. Mais dans la vraie vie, tu lui as dit, bah heureusement que vous êtes là, monsieur Rapi, avec ton petit rire de suce-boule.
Et enfin, mention spéciale pour tous ceux qui nous ont raconté qu'ils ont fait des trachéos avec des stylos Bic. Prenez-nous pour des cons, sans déconner. Bref, mes petits culs, si les MeToo vous font marrer, n'hésitez pas à taper Best of Manuel Valls sur YouTube, ça va vous régaler. Waouh, 2 vannes politiques dans la même chronique. Je suis épuisée. Prenez soin de vous, mes petits culs, je vous kiffe. Bonne année 2025. Merci beaucoup, Douli. Merci, Doudou. On te retrouve le 22 mai à l'Olympia. Absolument. Et sur les réseaux sociaux et en podcast. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter l'émission en podcast. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les pubs. Il n'y a pas ce qu'on va être obligé d'écouter maintenant. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, en direct du Théâtre L'Européen à Paris. Eh oui, ils sont là, les gens sont là avec la politiste Vanessa Conaccioni. Alors il y a une super ambiance, mais je vais vous dire ça va pas durer. C'est le moment où je la pète cette ambiance, car peuple de France, l'heure est grave. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! L'heure est grave, les amis, parce que vous ne baisez plus. Désolé de ma trivialité, on a un gros souci à ce niveau-là. 76% des Français n'ont pas eu de rapport sexuel au cours des 12 derniers mois, selon l'IFOP. Alors évidemment, Aymeric essaye de rattraper le coup tous les week-ends en tournée, mais regardez le pauvre, il est épuisé. Franchement, c'est pas une vie tout ça. Et le résultat, c'est quoi? C'est une baisse de la natalité historique également en France. On ne fait plus assez de gosses, 1,59 enfants par femme. Alors c'est une moyenne, hein, mais regardez pas comme ça, il n'y a pas 0,59 d'enfants qui sortent. Même c'est vrai que la maman de Bruno Retailleau, peut-être elle a dû se dire « Merde, il manque un bout à ce gamin-là. Hein, il y a de la gelée entre les oreilles. » Non, rien à voir, là c'est des statistiques. Alors, quand on est face à une difficulté pareille, en tant que peuple, hein, que collectif, on cherche des solutions qui sont collectives. Et c'est ça l'aventure humaine, on se réunit à plusieurs et on cherche, souvent sur CNews d'ailleurs, hein, souvent on cherche des idées. Il y a 2 chiffres qui se sont télescopés ces 24 heures. Le premier, c'est la dénatalité. Et l'autre chiffre, c'est 1 100 000 personnes ont pris de la cocaïne en France en 2023. Je ne sais pas d'ailleurs comment le calcul est fait. Mais on est donc un pays qui ne fait plus d'enfants et qui prend plus de cocaïne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Non. Mais on s'en fout. L'idée, c'est vraiment de dire des trucs, quoi. Alors, par exemple, depuis l'invention de l'imprimerie, le nombre de gens qui se font refaire le nez n'a jamais été aussi haut. Voilà. Hein, depuis la mort de Georges Brassens, Saint-Etienne n'a plus remporté le championnat de France de football. Essayez chez vous, c'est amusant. Et puis quand vous le faites, allez-y à fond, à la Pascal, hein, comme on dit. Donc si vous ajoutez le nombre d'animaux domestiques, et on n'en a jamais eu autant en France aujourd'hui, donc on est un pays qui va se résumer à des chats, des chiens et de la cocaïne. C'est un raccourci que je fais là. C'est un raccourci, hein, il le précise. Alors c'est vrai que là, il a... Bah oui... Là, il a coupé à travers champ, hein, Pascal. Hein, ça, vraiment le raccourci. Ben, il n'a pas le temps. Europe 1, c'est News. Il a 26 heures d'émission. Donc, il peut pas toujours dire que c'est de la faute des Arabes. Faut quand même qu'il trouve des petits trucs. Alors, quand je vous parlais d'intelligence collective, évidemment, Pascal n'est pas le seul à réfléchir. Alors, on est ensemble. Pourquoi les femmes ne font plus d'enfants? Pour bien des raisons. Parce que les hommes commencent à avoir vraiment peur des femmes, je pense. Peur au sens très large. Peur au sens très large. Voilà, on a peur au sens très large des femmes. Et c'est intéressant parce que si on réfléchit pas, ben on se dit tiens, les gens ils font plus de gosses parce qu'ils ont plus de thunes, parce qu'il y a plus de place en crèche, parce que les fachos sont aux portes du pouvoir, pardon, qui va faire plus 4 degrés en 2050. Mais non, c'est à cause des bonnes femmes. Voilà, il faut le dire. Oui, Pascal veut reprendre la parole. Bon, alors il est aussi possible que la femme, aujourd'hui les féministes, regrettent peut-être que la nature soit misogyne d'une certaine manière, parce que seules les femmes portent les enfants. Eh oui, les féministes, commencent à faire chier là et tout. Hein, c'est de la cancel culture, vous voulez cancel la nature, c'est ça que vous voulez faire? En plus, voilà, les femmes, c'est comme ça. La nature, elle a voulu que les femmes s'occupent des enfants après leur naissance. Je le sais, je l'ai lu dans Pierre-Emmanuel Barré Magazine. Très bonne interview de Guédré ce mois-ci d'ailleurs. Allez. N'applaudissez pas, c'est faux. Allez, on n'a pas le temps là, hein. On a un problème collectif, on va le résoudre, on continue. Georges Fenech. Il faudrait peut-être établir un ministère de la Famille qui a disparu. Oui, mais alors ça, ministère de la Famille, là, vous, avec le signal que vous envoyez, c'est travail, famille, patrie, et ça va pas... Ça me va très bien. Oui. C'est bien. Oui. Famille, c'est formidable.
Et vous avez dit la patrie? Non mais travail, famille, patrie, c'est juste la devise du maréchal Pétain. Alors c'est pour ça que Pascal il est important dans le dispositif. Parce qu'on le critique souvent, mais c'est le plus modéré de la banda. Vous enlevez Pascal, les autres sont en roue libre. Ça sert du schnapp, ça fait des saluts nazis, quoi. Enfin, pardon, des saluts romains d'autistes enthousiastes. Donc merci vraiment à Pascal d'apaiser tout ça. Et laissons le mot de la fin au vieux sage Philippe de Villiers, car certaines femmes continuent de faire des enfants. Ce sont les femmes d'origine immigrée qui font les enfants. L'enfantement est le djihad des femmes. L'enfantement est le djihad des femmes. C'est du Erdogan dans le texte, c'est du Orban, c'est du Trump. C'est tous ces mecs incroyables qui donnent envie quand même de crier malgré tout « Vive la ligature des trompes et vive la vasectomie ». Merci beaucoup, Guillaume. Ça faisait du bien de retrouver Georges Fenech. Ah oui, c'est vrai, il nous avait manqué, Jojo. Et c'est bien parce que ça me donne un biais hyper facile pour me retourner vers Vanessa Codaccioni et lui demander si, en tant que politiste et spécialiste de la répression, elle est satisfaite du discours médiatique en général qui accompagne les faits de répression. Fou. Mais alors vraiment, gros sujet. Le discours médiatique. Ça dépend d'où tu parles en fait. Ça dépend de quels médias, ça dépend de quels canaux. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les BFM TV? Est-ce que c'est CNews? Téléfoot. Non, voilà. Mais si on prend, mais mettons les canaux les plus classiques, je sais pas, un journal de 20h sur France 2 ou TF1, un journal sur... Non. On peut pas dire qu'on est satisfait. On peut pas dire qu'on est satisfait parce que c'est en fait le problème des journalistes, c'est que leur source principale c'est les policiers. Donc quand ils vont interroger après des manifestations, ils vont interroger des policiers qui vont légitimer leur action ou légitimer l'action de l'État. Et de toute manière, en général, ce qu'on va montrer à la télé parce que ça marche et parce qu'il faut que ça soit visible et que voilà ça pulse. On va montrer des casseurs, on va montrer des violences contre les forces de l'ordre, on va montrer des désordres manifestants au lieu de montrer des désordres policiers. Alors, il faut faire attention parce que, par exemple, BFM TV, vous allez dire j'en ai avec BFM TV, mais par exemple, sur les gilets jaunes, au début, BFM TV ne parlait que de la violence des gilets jaunes. Et progressivement, tellement c'était énorme, alors les gens étaient éborgnés, ils perdaient c'était horrible, avec des bras, etc., des mains. Il y a eu un léger retournement de la médiatisation de ce mouvement-là et on a vu plus de violences policières. C'est-à-dire qu'il a fallu un certain nombre d'œils. Malheureusement, oui. Malheureusement. Combien? Non mais c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire qu'ils ont commencé par parler du mouvement social. Exactement. Parce qu'il y avait de la casse, donc parce qu'il y avait des images en gros. Exactement. Des poubelles qui crament, etc. Et c'est toujours ça. Donc ça reboucle un peu sur la question de la violence. On parlait de la question de la violence légitime de l'État, mais est-ce que c'est pas un mode d'action qui est finalement efficace? C'est efficace dans le sens où tout ce qui est violent... De la part des... Pardon, parce que je vois Émeric qui est... Il se transforme en son personnage. Non, mais est-ce que c'est pas efficace comme mode d'action de la part des manifestants, puisque ça permet de... Mais évidemment, mais de toute façon, tout l'enjeu d'une manifestation et tout l'enjeu d'un événement, c'est qu'il soit médiatisé pour être vu. Par exemple, Act Up avait très bien compris l'enjeu médiatique de faire des actions choc pour attirer des journalistes, et ils étaient effectivement attirés parce qu'il faut des images à l'antenne. Si c'est pour parler d'une réunion où tout le monde est assis et où il passe rien, les médias viennent pas. Donc effectivement, la violence est aussi une manière de faire la lumière sur ces revendications et sur ces causes. Et toi, comment tu gères, toi, personnellement, tes apparitions médiatiques? Parce que tu vas te retrouver en face de personnes qui vont justement défendre la violence d'État. Ah, c'est affreux. Oui, voilà. C'est affreux. C'est pour ça que je te pose la question. Elle parle de toi, Guillaume. Ah, pardon. Est-ce que tu préfères que ce soit moi qui pose des questions? Pourquoi pas? Non, c'est dur. Franchement, c'est ultra dur. Je me suis retrouvée avec des gens d'Alliance. Je me suis retrouvée avec donc Alliance, syndicat de police. Police d'extrême droite. On embrasse. Non. Parce qu'il y a la grippe et tout. Et donc toi, dans ces cas-là, Vanessa, on te fait venir pour... Alors pareil, faire de l'image, c'est-à-dire faire du buzz. C'est-à-dire exactement. Soi-disant, c'est un débat. Exactement. Et en fait, on attend le moment où vous allez vous sauter au visage. Vous sautez au visage ou laisser libre cours aux policiers qui parlent plus que moi, ou à faire venir que des auditeurs qui sont pro-police. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'aller sur une émission de radio, soi-disant pour débattre. Alors moi, je voulais pas trop débattre, mais enfin voilà. Et l'auditeur était absolument pro-police. Le groupe de musique. Hein? Oui. Non, mais c'est pas toujours pertinent, mais c'est bien d'essayer. Coupez mon micro. Par ailleurs, puisque tu as emmagasiné des tonnes d'heures de recherche sur la police, sur la répression, tu pourrais très bien te retrouver, toi, à aller discuter sans caméra, sans micro, avec des policiers. Non, je le ferai pas, ça.
D'ailleurs, dont je ne ferai plus de débat avec des policiers. Non, pas de débat. Pas de débat. Juste leur faire profiter de ce que toi, t'as appris en étudiant ça pendant... En tant que chercheuse. Alors, avec la police, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas du tout la culture des sciences sociales. Ils rejettent les sciences sociales. On s'en doutait, mais ça fait toujours bien de le dire, mais on s'en doutait un peu. Donc, non, on peut pas discuter, on peut pas leur... je sais qu'il y a des collègues qui le font et je suis pas admirative, mais enfin, il faut peut-être je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai fait avec les juges, par exemple. Ah oui, j'ai animé pendant 3 ans une formation pour les juges à l'ENM sur l'antiterrorisme qui s'appelait Terrorisme et démocratie, où je leur parlais de mes travaux sur l'exception, etc. Et j'étais très surprise, je leur ai dit, vous êtes sûrs, vous m'avez lu, vous savez qui je suis. Et en fait, oui, ils m'avaient lu, ils savaient qui je suis, et ils sont venus me chercher pour ça. Donc, avec les juges, mais parce que c'est pas les mêmes profils, je dis pas que les juges sont très bien, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même bien, il faut le dire. Mais voilà, on peut discuter, on peut travailler, on peut diffuser du savoir, parler des sciences sociales. Avec les policiers, c'est pas possible. Et avec les politiques? Parce que je crois que tu t'es retrouvée à discuter, à devoir témoigner devant des parlementaires. Oui, j'ai fait des auditions au Sénat, j'ai fait des choses avec des députés LFI, mais j'ai aussi été auditionnée à l'Assemblée nationale pour une réforme du maintien de l'ordre, et ça a été absolument catastrophique parce qu'en fait on était plusieurs collègues, je le dis aujourd'hui, je peux le dire, c'était animé par Fauvergue, qui est l'ancien directeur, je crois, du GIGN. On était plusieurs chercheurs sur une table, et donc on devait d'abord présenter chacun nos noms et ensuite présenter nos propositions de réforme, et donc chacun présente son nom, et une fois qu'on a présenté notre nom, Fauvergue a dit vous pouvez partir, merci beaucoup pour vos contributions. Ah, sympa. On s'était juste présenté, on n'avait rien dit. J'ai dit non, vous n'avez pas compris, on n'a pas parlé en fait. Ah, excusez-moi. C'est pour dire à quel point la parole des sciences sociales, des chercheuses, des chercheurs, des gens qui s'y connaissent en fait et qui ne sont pas que des flics avec des matraques et des tasers et des flashballs, enfin j'en sais rien, compte. On ne compte pas en fait. On peut parler sciences sociales, mais pas avec n'importe qui. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Vanessa. On va continuer évidemment à en parler jusqu'à 20h. On va faire une petite pause musicale en écoutant ce titre que la police adore, Hit Me Baby One More Time. Guillaume, t'es vraiment nul en anglais, mais là évidemment je n'apprends rien à personne. On va plutôt écouter le duo francilien Jojoa et Lieutenant Nicholson et leur titre Police, titre qui fait écho à la mort de Naël en juin 2023. Et oui, comme il le précise, violence, pas bon. C'était Police. Et oui, Police. Jojoa, Lieutenant Nicholson, vous écoutez toujours Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invitée, la politiste Vanessa Codaccioni, qui est toujours avec nous. Vanessa qui se fait plein d'amis quand elle parle violence policière sur les réseaux sociaux. Hein, c'est vrai, beaucoup de gens parlent de toi. C'est le cas d'un internaute qui écrit sous l'un de tes posts « Hey, si t'es pas contente de la France, retourne en Corse !» Un patriote, certainement. Celui qui nous a rejoint sur le plateau se fait plein de nouveaux amis aussi quand il vient chez nous. Parce que voilà, il nous a déjà parlé ostéopathie, homéopathie, plein de sujets qui n'énervent pas du tout les gens. Mesdames et messieurs, Florian Gouttière. Merci Guillaume. Aujourd'hui encore pour cette chronique santé publique, on va parler d'un truc concernant. Près d'un Français sur 2 y a recours chaque année, popularité énorme, capital confiance de ouf, et un secteur qui pèse un gros paquet de pognon avec un chiffre d'affaires sur le seul marché national de 2,7 milliards d'euros en 2023. Je sais pas combien ça pèse en Mathieu Pigas. Mais vous allez me dire, je sais pas de quoi tu vas parler Florian, mais bon, si c'est de l'argent dépensé pour un truc utile pour la santé, pourquoi pas ? En effet, si. Et donc aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires. Plus exactement de la supplémentation en minéraux et vitamines, en gélules ou en gummies, à retrouver en pharmacie et magasins spécialisés au rayon des lucratifs malentendus. Je m'explique. En partant de ce mot, la vitamine, qui presque toujours est pris pour un synonyme de qui donne de l'énergie, un coup de boost. Alors que la définition de vitamine, c'est juste, gardez ça en tête, une substance indispensable au bon fonctionnement de l'organisme que l'organisme ne sait pas produire seul ou pas en quantité suffisante, c'est tout. En une phrase, on a résolu cet étrange constat de l'histoire de la médecine, à savoir qu'en tout temps, il y a eu des gens inexplicablement patraques qui allaient mieux en bouffant des trucs précis. Alors dans l'Antiquité, des soldats avec des problèmes aux yeux, bim, cure de foie de bœuf, bam, ils voyaient mieux. Dans la marine du XVIIIe siècle, épidémie de scorbut, on donne des agrumes, les dents tombent plus. Mise d'air désépaissie, voilà, ces aliments contenaient certaines des substances que le corps sait pas faire lui-même, qui s'appelle l'oriovitamine. Donc, c'est utile les vitamines ? Oui, c'est dans la définition. Et c'est pourquoi, quand par une prise de sang,
on constate qu'il y a une carence, et très légitimement, votre médecin, 1, vous supplémente viteuf en ce qui manque, et 2, vous dites pas hésiter à désormais forcer sur la carotte ou le kiwi. Il le fait parfois à raison en préventif, de la B9 pour les femmes enceintes pour éviter les malformations fétales, de la B12 habituellement apportée par la viande pour les végétaliens. Guillaume, vous vous faites pas arnaquer, voyez. De la D dans les régions pas assez ensoleillées. Voilà ce qu'on tient habituellement à vulgariser à raison. Carence avérée ou carence anticipée, il faut supplémenter. Fin de la chronique. Ah non, pas fin de la chronique, il reste 3 pages, oui. Parce que dans les sociétés industrialisées, France comprise, les situations de carence sont l'exception et pas la règle. Et les 2,7 milliards de chiffre d'affaires du secteur, tu les atteins pas avec les carencés avérés par prise de sang. Ça, c'est genre 1/5 des gens qui viennent en pharma pour un truc. Non, c'est en très grande partie avec les gens qui ont dans l'idée, ou à qui on a soufflé l'idée, alors dans un tiers des cas, c'est un employé de la pharmacie, que prendre des gélules en prévention, c'est nécessaire pour booster l'immunité ou gagner en vitalité. Alors si c'est vendu pour ça, c'est que c'est utile et que c'est prouvé, non ? Alors déjà, sachez que les compléments alimentaires n'ont pas à faire la preuve de leur efficacité avant d'être mis sur le marché. Fin de la blague. Mais continuons quand même. Booster le système immunitaire, faudrait une chronique entière pour expliquer qu'à moins de parler de vaccins, ça a presque jamais de sens. Même en élargissant, je sais pas, au régime riche en antioxydants, au ginseng, au réglisse, aucun essai clinique rigoureux et reproduit n'a montré un bonus immunitaire chez l'homme, échinacée, 0 effet sur les rhumes, etc., etc. Alors malins, les petits malins, les vendeurs de gélules préfèrent dire que leur truc participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Alors, c'est-à-dire, ce qu'il y a dedans, faut pas en être carencé. Oui, merci, c'était dans la définition, mais parlons franc, quel intérêt si on en a déjà assez dans le corps, que l'alimentation courante donne déjà ce dont on a besoin, ce qui est le cas pour à peu près tout le monde. Eh bien, votre organisme, la majorité des vitamines, il ne sait pas les stocker. Et donc, s'il en a assez, les vitamines que vous venez d'ingérer, il les évacue, dit poliment, il les pisse. Les vitamines qu'on peut stocker dans le gras, c'est juste les A, D, E et K. Les autres, ce que tu ingères en sus, c'est direct cuvette si tu pisses dans la cuvette, ou direct évier si t'es dégueulasse. Quant à surstocker A, D, E ou K, c'est pas une bonne idée. Je vais pas détailler les méta-analyses, mais la 19 études, près de 140 000 participants, nous dit: la supplémentation excessive en vitamine E égale un accroissement de la mortalité, tout risque confondu. Oh, femme fumeuse et excès de vitamine A, risque accru de cancer. Oh, ici, soupçon sur risque de fracture de la hanche, d'AVC hémorragique, risque d'interaction médicamenteuse. Bon, voilà. Si vous comptiez quand même continuer à consommer des gélules et des gummies, sur la foi des vendeurs de gélules ou de gummies, je sais pas, pour investir à long terme dans une longue vie, sachez que le bilan de 84 expérimentations cliniques avec près de 740 000 participants suivis jusqu'à 12 ans disent pas de bénéfice sur la mortalité, pas de baisse des maladies cardiovasculaires et bénéfices globalement faibles ou nuls côté cancer. Dois-je conclure ? Oui. Consommer ces trucs sans carence avérée. Vu le prix des gélules, ça sert juste à produire de l'urine plus chère. Et si vous voulez la même chose que ce qu'il y a dedans en plus grande quantité et pour moins cher, alors le secret est bien gardé, mais je vous le révèle quand même, dépensez votre thune dans les fruits et légumes. Voilà, donc pour le même budget qu'avec vos compléments, vous pouvez supplémenter tout votre immeuble. Moralité, jetez pas votre argent par la cuvette, bouffez des courgettes, offrez des carottes et faites-vous des potes. Merci Florian Gouttière. Merci Florian, c'est passionnant. C'est vrai qu'on a... Tes chroniques sont passionnantes. On a toujours un peu l'impression de se faire engueuler, mais c'est à chaque fois super intéressant. Je rappelle que tu es journaliste scientifique et à ce titre, tu avais une question pour Vanessa. Exactement. Moi, il y a une dizaine d'années, je m'étais intéressé en curieux aux détecteurs de mensonges. Et à l'époque, j'avais l'impression que ce qu'on disait, c'était que, en fait, c'était pas hyper efficace, pas hyper utile, qu'il y avait pas mal d'abus, que c'était pas du pile ou face, mais que... Bon, presque, et ouais. Il semble que tu aies écrit un livre là-dessus, et donc 10 ans plus tard, maintenant ça marche, le truc est super au point, et les détecteurs mensonges, c'est utilisé de façon légitime. C'est utilisé de plus en plus, c'est par de nombreux pays, plus d'une quarantaine de pays utilisent des détecteurs de mensonges. Alors ça peut être détecteur de mensonges, le polygraphe qu'on connaît, c'est le cœur, c'est la sudation, c'est on vous met des badges sur votre doigt, votre poitrine, etc. Ça peut être des tests de mensonges oculomoteurs, donc ils vont regarder si vos pupilles se dilatent ou pas. Ça peut être d'autres choses plus sexuelles, comme la phallométrie, qui vise à mesurer si quelqu'un a une érection en regardant certaines images, par exemple, violentes. La phallométrie. Oui. Mais c'est utilisé, ça ? Bien sûr, oui. En France ?
Alors pas en France, non, Ah ça a oui. été utilisé, c'est utilisé contre les délinquants sexuels. C'est pour un ami, pardon. C'est vrai que je me suis d'un coup senti très impliqué. Vous bandez? Oui, Non. bah, vous mentez. Oui, c'est vrai, on se dirait c'est facile à vérifier, mais d'accord. Vous êtes le tueur? Bon, non. Arrêtez. Ouais, c'est vrai que Quand vous l'avez lancé là-dessus, c'est Mais terminé. oui, c'est fini, hein. Il y a plus d'émission. C'est là. moi qui ai tué. Ouais. Voilà, ouais, allez, on rendra l'antenne à la matinale. En fait, Vanessa, faut pas employer le mot phallus devant eux. Non, mais... Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ça- Le zizi. Donc, Merci, pardon, c'est le sniper. Et donc, tous ces détecteurs, c'est super efficace. Et tous ces détecteurs Oui, Tente c'est de compliqué. reprendre ne Ouais. marchent pas. Voilà, ça je vous déçois beaucoup, je sais, mais ça ne marche pas du tout. En fait, il suffit d'avoir une rage de dents, par exemple, ou d'être stressé, ou pour déjouer Pendant l'appareil. qu'on nous fait passer un détecteur de mensonges, j'arrive jamais. Voilà. Mais, donc, en c'est fait- utilisé quand même. Est-ce que ça a un risque d'arriver en France aussi? Enfin, Alors, les députés français sont allés voir comment ça marchait aux États-Unis, sont revenus absolument horrifiés. Ah, ok, bon. Et donc, a priori, pour l'instant, en tout cas, les lois de bioéthique interdisent notamment des détecteurs de mensonges par IRM qui viseraient à faire, à prouver la culpabilité de quelqu'un par l'analyse de son cerveau, ce qui se fait dans d'autres pays et ce qui s'est beaucoup fait en Inde notamment. Mais en tout cas, ça marche pas. Et juste un petit truc, si un jour vous devez passer au détecteur de mensonges, on vous met un polygraphe, prenez une puce dans la chaussure, vous appuyez très fort pour vous faire mal, et puis ça va brouiller le détecteur, ça va faire une grosse poussée et ça va brouiller les détecteurs. Voilà, j'ai fini. Mais ouais, Petit tips. Voilà, où est-ce qu'on petit trouve une tips, puce au cas comme où. Hein. Une punaise, voilà, une punaise. Voilà, une punaise, ouais. Ouais, très bien. Ok, merci pour ce petit tuto Exactement. fraude au détecteur de mensonges. Faut bander et décrocher les voilà, posters. faites votre synthèse. Hein. Chez vous, vous faites une synthèse de tout ça. Puisqu'on parlait de santé, bah, c'est le moment de niquer celle de la planète en achetant des conneries qui servent à rien, puisque c'est l'heure de la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invitée, la maîtresse de conférence spécialiste des violences policières, entre autres, Vanessa Codaccioni. Cette émission est vraiment de haute tenue. Hein, je tiens quand même à le dire depuis 18h. On reçoit beaucoup de messages pour nous dire à quel point vous kiffez. Merci pour ça. Mais vous le savez, c'est quand même bien dans une émission qu'il y ait des fluctuations, qu'il y ait des moments un peu moins bien. Voilà, un peu loupés, un peu déceptifs. Et c'est maintenant. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Non, merci. Non, merci. Merci, mais non, franchement, vous allez regretter vos applaudissements. Je sais que vous attendez que je dise que Macron, c'est le paillasson du CAC 40, que Bayrou, on dirait un sgeg de vieux, que Retailleau, c'est Himmler sans le talent, et qu'il faut renverser le capitalisme pour offrir un avenir meilleur à nos enfants, mais là, j'ai plus envie. Pas de critiquer le gouvernement, ça va. Non, j'ai plus envie d'offrir un avenir meilleur à mes enfants, ils méritent pas. Ça fait une semaine qu'ils sont malades, ils vomissent, ils chient dans tous les coins de la maison. J'ai l'impression de vivre dans les toilettes sèches des vieilles charrues. Ils puent, ils ont les cheveux dégueulasses, des croûtes de vomi sur le menton. Quand ils se posent à côté du chien, j'ai le réflexe, je dis désolé, j'ai pas de monnaie. Je sens la gerbe encore là. Putain, mais c'est infernal quoi. J'ai pris 3 douches avant de venir, je sens toujours comme un fan de Chaka Ponk. C'est fou, les gosses et la gastro, ça ne s'arrête jamais, quoi. L'aîné, il a 4 ans, il fait 1m10, il remplit 5 bassines dans la nuit, quoi. Je lui ai dit, tu triches, frérot, c'est pas possible. Tu t'es fait un resto en cachette, t'as vomi 3 fois ce que t'as mangé. Le gamin, il a dormi toute la semaine avec un seau au pied du lit, il a dégueulé partout dans la pièce, sauf dans le seau, quoi. J'ai dit à ma meuf, il est con ou quoi? Il y a un récipient grand comme ça, il fout tout à côté. Elle m'a dit, c'est peut-être juste qu'il t'a vu pisser. Elle a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps de rire de sa blague, elle s'est pris un grand jet dans la gueule. Je lui ai dit visiblement, il nous a vu baiser aussi. Le seul avantage, quand mon fils est dans cet état, c'est que ça me rappelle qu'avant les enfants, j'avais une vie sociale. Hein, parce qu'à partir de 39 de fièvre, il est hyper affectueux, il me dit « Je t'aime plus grand que la terre » et il me gerbe dans le cou. Un lundi soir avec Aymeric, quoi. Et puis alors, fatalement, le second a été contaminé aussi avec le vomi partout. Hein, on n'a pas réfléchi, on aurait dû le mettre dans le seau, c'est le seul endroit où il était en sécurité. Alors, bonne nouvelle, le petit, il a pas dégueulé. Hein, par contre, il avait la diarrhée, mais un truc de camp de réfugiés, quoi. Ça s'arrêtait pas, je me disais, c'est pas possible, à un moment, il y a Bernard Kouchner qui va rentrer avec un sac de riz. Et puis,
Tu sais, quand t'es papa, tu développes des nouveaux réflexes. Alors, il y en a qui sont hyper utiles. Hein, par exemple, quand mon fils trébuche, hop, je le rattrape avant qu'il tombe. Et il y en a d'autres, tu sais pas pourquoi ils sont là, les réflexes. Hein, hier, j'étais en train de changer le petit pour la 3e fois en 20 minutes. Et soudain, il s'est dit, tiens, je vais chier, ça fait longtemps. Et là, je sais pas pourquoi, réflexe, je mets la main. Comme ça, en cuillère. Bon, quitte à avoir commencé, j'attends que ce soit plein, comme sous une Nespresso. Et quand la main est bien remplie, parce qu'apparemment il avait commandé un allongé ce bâtard, nouveau réflexe, je mets la 2e. Donc je suis debout, les 2 mains à ras-bord de chiasse, et je me dis yes, bien joué. Mais d'où bien joué, quoi? Super, il y en a pas par terre. Je m'en fous, par terre, c'est de la tomate. En vrai, je préfère avoir de la merde sur mes tomates que sur mes mains. Donc là, je suis devant la table à langer avec les mains prises, et les bébés, tu sais, tu peux pas les laisser sur la table à langer sans les tenir. Sinon, ils tombent sur la tête et après, ils sont débiles. Je sais, c'est déjà arrivé 2 fois. Du coup, j'étais bloqué, parce que tu peux pas tenir du caca liquide et du bébé. Hein? Donc j'appelle son frère, il était redescendu à 38,5, il titubait, mais il tenait debout. Emmerich, un mardi matin. Il arrive avec son pyjama pas de patrouille, enfin là on voyait que pâte à cause du vomi séché. Je lui dis, vas-y, tu surveilles ton frère, tu fais bien attention qu'il tombe pas, papa va se laver les mains. Hein? Moi je vais me laver les mains longtemps, hein, parce que la merde c'est comme un festivalier en blablacar, même quand c'est parti, ça sent encore pendant un moment. Je reviens, il me dit, il est pas tombé. Je lui dis merci. Et là, je sens que mes chaussettes, elles sont un peu humides et chaudes. Il me dit, par contre, il a refait caca. Je lui dis, putain, pourquoi t'as pas mis tes mains comme ça? Et là, il se met à pleurer. Je lui dis, putain, je suis désolé, mon chéri, pardon. J'ai pas dormi depuis 4 jours. Je le prends dans les bras, on se serre. Et là, il me dit, je t'aime plus grand que la terre. Et ben, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis aussi tout le long du dos, au fur et à mesure que ça coulait. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Voilà. Je ne sais pas quoi dire après ça. Que vous pouvez retrouver en podcast pour des moments de vie. Il aime à partager les moments de vie. Oui, parfois, pourquoi pas. Ah là là, j'avais tellement prévu que tu allais parler de Macron que je ne sais pas comment enchaîner. Bon, tu veux pas dire du mal de Macron quand même? Macron caca. Voilà, très bien. On est toujours avec Vanessa Conaccioni. On va parler à présent de Macron caca. Non, je voulais parler avec toi de société de vigilance parce que c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que c'est inquiétant? C'est très inquiétant. Et pourquoi c'est inquiétant? Société de vigilance, c'est quoi? Il a dit ça quand il y avait eu un attentat à la préfecture de police de Paris en 2017. Ouais. C'était un agent qui avait pris un couteau et qui avait poignardé ses collègues. Et il avait dit, il faut construire une société de vigilance dans laquelle chacun surveille les petits manquements à la République, les petits gestes qui éloignent les gens de la République. En fait, il appelait à quoi? Il appelait à la surveillance des uns des autres, enfin à une surveillance entre nous, délation, de dénonciation. Et en fait, ça a eu un effet immédiat, c'est-à-dire que 2 jours après, vous avez une université qui s'appelle Cergy-Pontoise qui a reçu un document qui appelait les agents de l'université à signaler tout petit signe de radicalisation chez les hommes, notamment les hommes musulmans. Enfin, il le disait pas comme ça, mais en fait, c'était port du pantalon à mi-jambe, c'était ne s'intéresse plus à l'actualité internationale. C'est Emmerich pour l'instant. Est-ce que je peux cesser de servir de référence? Barbe mal taillée. Donc en fait, la société de vigilance, c'est ça. C'est une société où tout le monde se surveille, et tout le monde se dénonce et tout. Ça vient beaucoup des États-Unis après le 11 septembre. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça nous oblige à participer à la répression. C'est-à-dire c'est de l'ubérisation un peu de la police. On devient des acteurs de la répression des autres, puisque c'est nous qu'on signale, qu'on dénonce. Et d'ailleurs, je le dis souvent, quand on signale un contenu sur Internet, eh bien en fait, on participe à la répression, on participe à cette société de vigilance, puisque eh bien on a fait du travail, on a vu, on a regardé avec nos yeux, et puis on a signalé quelqu'un, donc on a dénoncé. Et en fait, tout l'enjeu des pouvoirs publics depuis les années 70, c'est de rapprocher la population avec la police. Moi, j'ai fait des archives, j'ai fait des cartons d'archives, et dans ces cartons d'archives, il y avait écrit « La population ne fait pas assez confiance à la police, n'appelle pas assez le 17, il faut rapprocher ». Et l'une des manières de rapprocher, c'est ça, c'est le signalement, c'est chatter. Maintenant, il y a des applications pour chatter directement avec la police. Moi, j'étais tombée dans un parc, un policier qui me dit « On a développé une application pour que vous signaliez tout de suite un délit, quelque chose, une incivilité, et comme ça, on pourra réagir tout de suite ». Et c'est ça, en fait, c'est créer du lien entre nous
et la police. C'est ça la société de vigilance. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en plus, c'est discriminatoire. Ça va toucher évidemment les populations discriminées, minorisées. Oui, c'est pas Bernard Arnault que ça va emmerder principalement. Ouais. Et alors, historiquement, on peut imaginer que c'est arrivé seulement à partir des années 70, parce que juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'était compliqué de dire aux Français, faites de la délation. Bien sûr. D'ailleurs, la France et l'Allemagne sont les deux pays qui font le moins appel à la délation rémunérée. Tu as tout un tas de pays, et notamment les États-Unis, qui font de la dénonciation un marché. C'est-à-dire, tu dénonces, t'es payé. Et donc, c'est la chasse à prime pour dénonciation. Et d'ailleurs, pendant le Covid, je crois qu'il y avait un pays, alors, est-ce que, je ne veux pas dire de bêtises, est-ce que c'était la Corée du Sud Ils nous écoutent assez peu, tu peux vraiment balancer sur eux. En tout cas, il y avait une prime si tu dénonçais quelqu'un qui transgressait les règles de confinement, par exemple. Et donc, tu touchais de l'argent à chaque fois que tu dénonçais quelqu'un, etc. Ça fait envie. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en France, on ne fait pas de délation rémunérée. Pas trop, mais ça a existé, notamment au moment des émeutes de Villiers-le-Bel. Il y a eu des petits trucs dans les boîtes aux lettres. Si vous dénoncez, vous aurez un peu d'argent. Même pour la fraude sociale, il n'y avait pas un truc pour la fraude? Non. Ça, non. Ça marche pas. Dénoncé pour rien. Après, tu t'es auto-dénoncé, mais c'est pas grave. Et j'ai rien touché, ouais. T'as mis tout le parquet financier sur ton dos. Voilà, merci beaucoup, Émeric, pour cette intervention. Merci, Vanessa. On a parlé des mots MAUX de la société, on va parler des mots MOTS de la société avec Juliette Arnaud et son jingle. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Et on va... À chaque fois, les gens t'aiment, Juliette. Et on va commencer avec les mots très récents de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook de Meta, qui a dit la culture d'entreprise est émasculée. Elle manque d'énergie masculine. Une culture plus agressive mérite d'exister. Alors, point 1. C'est vrai que s'il y a bien une chose qui nous manque en ce bas monde, c'est l'agressivité. Point 2. Lier masculinité et agressivité, mais que c'est moderne. Point 3. Le truc qui m'a le plus remué, pourquoi est-ce que tout le monde dans les médias a alors fait mine de tomber de sa chaise sur l'air de mais comment, mais quoi, mais quel retournement incroyable de situation, mais qui aurait pu prédire un homme qui faisait des selfies avec Obama et vas-y que je m'arrache les cheveux par poignée. Et alors là, moi, je propose qu'on arrête tous de faire nos surpris parce qu'un grand réalisateur, David Fincher, nous avait prévenu il y a déjà 15 ans avec un film extraordinaire qui s'appelle The Social Network. C'est un film qui raconte la fabrication du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg avec une scène d'ouverture absolument mythique où on voit un garçon, une fille, un bar sur un campus universitaire, 2 bières. On les chope au milieu d'une conversation. La fille essaie de comprendre pourquoi le mec veut absolument intégrer un Final Club. Alors qu'est-ce que c'est un Final Club? C'est un club ultra select à Harvard où on ne peut être que coopté, dont les femmes sont absentes sous le prétexte suivant, pas de femmes, pas de viol. Et non, on n'est pas en Afghanistan. Là, oui, mais c'est pas ma faute, c'est Harvard. Donc là, le gars s'énerve qu'elle ne comprenne pas ce qu'il lui dit. Alors il devient blessant. Alors elle s'en agace. Alors là, il lui dit calme-toi. Alors elle lui dit on va s'arrêter là, nous deux. Et là, il comprend pas. Et là, elle ajoute Marc, tu vas sûrement devenir un informaticien à succès, mais tu seras hanté par l'idée que les filles ne t'aiment pas parce que t'es un geek. Et c'est faux. Je te le dis du plus profond de mon cœur, les femmes ne t'aiment pas parce que t'es un trou du cul. Ensuite... C'est pas moi qui ai écrit ce film. Ensuite, le petit Marc, il rentre dans sa chambre universitaire, il se colle devant son ordi avec une autre bière et il invente un site pour noter le physique des filles du campus, dont celui de son ex. Comme c'est moderne, ça aussi. Le site fonctionne tellement bien que ça plante le réseau informatique d'Harvard. Et ensuite, on voit durant le film dans quelles conditions Mark Zuckerberg invente Facebook et les conditions seront totalement masculines. Énergie masculine à balle, à base de vol, de plagiat, de traîtrise de tes amis. Je suppose qu'on appelle ça la compétition. Reste que cette vengeance de Marc sur la fille m'évoque une phrase de Margaret Atwood dans La Servante écarlate. Elle écrit « Les femmes ont peur que les hommes les tuent, les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux. » J'ai l'impression que tout le monde n'a pas bien saisi la nuance.
Dans le film, parce que Marc n'a pas bien vécu d'être quitté, que la fille ait pratiqué cette synecdoque brutale qui le confine à son anus, il tente de la tuer numériquement. Et cette formule de Margaret Atwood nous éclaire également sur la fin du film Les Valseuses, un film mythique pour les gens de ma génération. Combien d'hommes ai-je entendu proférer la mine triomphale, la réplique de fin du film « On n'est pas bien là, paisible, à la fraîche, on bandera quand on aura envie de bander ». C'est un peu étrange cette revendication, non? Pour rappel, on a suivi tout le film de petits voyous et leurs copines frigides. Sous prétexte de la liberté sexuelle nouvelle des années 70, vas-y qu'on pratique des agressions sexuelles non-stop. Mais comme le film, il est rigolo, c'est pas grave. Fatigue. Bref. Arrive la fin du film, ils sont tous les trois dans une caisse et l'un des deux clôt le film en énonçant donc cette maxime qui nous éclaire en réalité sur leur vrai problème à eux. L'impuissance, leur potentiel dysfonctionnement érectile. Et ça, c'est très grave. Parce que ça pourrait devenir un sujet de blague. Et alors, ça serait vraiment super très grave. On bandera quand on aura envie de bander. Ben non, la bandaison, papa, ça se commande pas. Ne jamais sous-estimer la dangerosité des hommes qui se surestiment. Rajoutez ça, s'il vous plaît, sur ma pierre tombale. Merci, Juliette. Juliette Arnaud. Chronique qu'on peut retrouver partout en podcast. Chronique qu'on peut retrouver sur Facebook. Également, voilà. Surtout Meta. Surtout Meta, on peut retrouver cette chronique partout. Vanessa Codaccioni, tu es toujours avec nous. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? J'écoute du rap, moi. Ok. Voilà, j'écoute Rihanna, par exemple. J'aime bien Rihanna. J'aime bien Beyoncé. J'aimais bien P. Diddy, mais bon, là, c'est plus possible. Donc, je l'ai blacklisté. Voilà, j'écoute un peu tout, en fait. Juliette, est-ce que c'est vraiment précisément ça qu'on va écouter? Alors, c'est pas précisément ça, mais quand même, ça peut faire... Enfin, ça vient de là, en tout cas, ce que tu écoutes. C'est une chanson d'Otis Redding qui avait pas mal marché en 65, mais qui est devenue un énorme tube en 67, quand c'est Aretha Franklin qui se charge de la reprise, quand c'est sa voix à elle qui réclame à son mec du respect quand il rentre à la maison. Ça aussi, c'est du militantisme. C'était Respect. Aretha Franklin, vous êtes toujours sur Radio Nova avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée Vanessa Codaccioni qui est toujours avec nous. Merci d'être restée, Vanessa. Et c'est le moment d'une séquence qu'on adore dans l'émission, c'est la séquence l'invité de l'invité. Et quand je t'ai demandé qui tu voulais inviter, tu n'as pas hésité. Tu m'as dit celui qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Un triomphe, mesdames et messieurs, pour Manuel Cervera Marzal. Manuel, sois le bienvenu. Merci, bonjour. Tu es notre Manuel préféré. Voilà, je te le dis. Après, bon, c'est vrai on me l'avait jamais fait. Pardon, dans la liste, c'est vrai qu'il n'y a pas que du bon. Et ça tombe bien, on se connaît un petit peu, hein, je dois le dire. Hein, le Gauchistan, ce petit pays. Tu es chercheur, sociologue. Première question, comment tu connais Vanessa? Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Mais on en discutait il y a 30 secondes. Je crois que la première et unique fois où on s'est retrouvés ensemble dans un média, c'était avec un certain Raphaël Enthoven il y a quelques années. Mais non, enfin. Et alors pour l'anecdote, il nous avait invités à disserter et discuter philosophie sur Arte dans son émission sur la question de la violence. Et le pauvre, je pense qu'il savait ni qui t'étais ni qui j'étais parce qu'il s'est retrouvé coincé, enfin en sandwich total pendant 1 heure d'émission. Il est ressorti, il n'était pas dans un bon état. Et du coup, ça a été violent pour lui, oui. Et nous, on s'est rencontrés à ce moment-là. D'accord, vous ne connaissiez pas avant, d'accord. Et j'imagine que vous connaissez via vos travaux respectifs. Pourquoi tu as eu envie d'inviter Manuel, tiens, Vanessa? Ah ben Manuel, parce que c'est un bon copain déjà, que j'aime beaucoup. C'est mon ex-éditeur, il a publié 2 de mes livres. Il y a un conflit d'intérêts. C'est mon ex. Ah ouais. Tu sais quoi? J'étais sûre que tu allais la faire. Je sais pas pourquoi. On est trop prévisible, Aymeric, j'ai l'impression. Putain, on se fait clasher par des chercheurs, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de souci. Ouais. C'est de l'humour. Et puis voilà, puis on... Ouais, c'est dur. J'ai bien retrouvé de la répartie dans 2 minutes. Donc oui. Bon bref, et en tout cas on a écrit un article ensemble il y a récemment sur les gilets jaunes en anglais, n'est-ce pas? Et voilà, donc on s'entend bien et je le voyais avec nous ce soir. Ok, moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans ton travail, Manuel, c'est un livre que tu as écrit qui s'appelle Post-vérité. Pourquoi faut-il s'en réjouir?
Alors, c'est un peu contre-intuitif, ton titre est un peu contre-intuitif, mais ton livre est passionnant, on est en plein dedans avec Trump, Retailleau et compagnie. Est-ce que tu t'en réjouis encore de la post-vérité? Et pourquoi tu t'en réjouirais encore? Oui, alors c'était évidemment un titre provocateur, et puis tu viens de dire Retailleau, Trump. Effectivement, aujourd'hui, quand on dit qu'on est rentré dans l'ère de la post-vérité, tout de suite, c'est Trump qui apparaît mentalement dans notre image. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que, et c'est un peu l'objet du livre, derrière la provocation, il y avait quand même un travail, c'était une enquête sur l'apparition de ce néologisme post-vérité, et en fait c'est un terme qui est créé, je le raconte la petite histoire, mais parce que ça nous en dit beaucoup, dans les années 80 aux États-Unis, par des intellectuels néoconservateurs, la droite dure, pour s'en prendre à la gauche intellectuelle et la gauche des mouvements sociaux de l'époque, en disant ces gens qui vous racontent, c'est notamment la philosophie post-structuraliste française qui arrive sur les campus américains à l'époque, et donc les néoconservateurs disent ces gens qui vous disent que derrière le savoir il y a des rapports de pouvoir, que l'universel n'est pas si universel que ça parce que c'est un universel blanc, européocentré, patriarcal, etc. Eh bien, ces gens sont en train de dissoudre l'idée de vérité dans le relativisme et dans le tout se vaut. Et en fait, au départ, post-vérité, les premières occurrences du terme, et même pendant une vingtaine d'années, c'est plutôt pour viser la gauche intellectuelle et sociale. Et ensuite, la suite de l'histoire, vous la connaissez, voilà, par un étonnant retournement de situation. Désormais, c'est plutôt mobilisé pour s'en prendre à la droite trumpiste. Donc, ou populiste. En fait, c'est un retournement de stigmate. Ouais. Enfin, c'est pas tout à fait ça, parce que les personnes qui sont qualifiées de tenants ou de vecteurs de la post-vérité, eux, se sont pas réappropriés le stigmate. Mais ça servait, c'est un peu comme ce que tu disais sur la répression tout à l'heure. Tu disais les dispositifs de répression qui servent d'abord à empêcher des ligues fascistes, ensuite ça se retourne contre la gauche, les écolos, etc. Là, c'est le cas inverse, en fait. C'est une arme intellectuelle, post-vérité, parce que si on vous dit vous êtes la post-vérité, c'est comme si je vous dis vous êtes un populiste, un extrémiste, c'est des mots qui fonctionnent en système. Et au départ, en fait, ça servait à disqualifier la gauche, et maintenant, c'est plutôt utilisé contre la droite. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet avec ce dont on vient de parler, Donald Trump qui peut raconter n'importe quoi et dire, comme il l'avait dit par le passé, il y a 200 000 personnes devant moi alors qu'ils sont 12? Si, effectivement, il y a et je vais pas te dire qu'il n'y a pas un sujet avec Donald Trump, ni avec ce genre de vérité alternative et de mensonges qui sont débités à une telle vitesse qu'on n'a même plus le temps en fait de les débunker, parce qu'en réalité le temps que tu débunkes un mensonge, il en a rajouté 10 derrière. Donc évidemment qu'il y a un sujet avec ça, mais simplement ce terme de post-vérité en France, parce que là je vous ai parlé des États-Unis, il a surgi il y a une dizaine d'années. C'est essentiellement des éditorialistes, des éditocrates qui se plaignaient à l'époque du fait qu'il y a les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, ça donne la parole à n'importe qui va aller raconter n'importe quoi. Et donc en fait, moi, ce que j'ai voulu mettre en évidence aussi, c'est que ce terme de post-vérité, c'est une espèce de panique des élites, alors pas toutes, mais en particulier des élites journalistiques, face à ce qu'on peut qualifier tout simplement de démocratisation de la parole, parce que les réseaux sociaux, à un moment, c'est ça aussi que ça a permis, c'est que c'est pas seulement celles et ceux qui sont autorisés, qui ont les titres, qui ont le micro, qui peuvent parler, c'est aussi des personnes. Rokhaya Diallo, par exemple, le raconte très bien. En fait, elle, il y aurait pas eu les réseaux sociaux, elle aurait jamais percé. C'est pas les médias qui lui ont permis de percer, c'est d'abord sur les réseaux sociaux. Et donc évidemment que les réseaux sociaux charrient du très mauvais, évidemment que débattre en 140 signes c'est compliqué, voire c'est une mutilation pour la pensée, mais ça charrie aussi du bon, ça ouvre la parole à d'autres. Quand les conneries, alors tu dis que les conneries viennent du bas, voilà, chacun a le droit de s'exprimer, mais quand les conneries viennent du haut et qu'elles sont sciemment utilisées pour tromper les gens du bas, est-ce que c'est pas plus problématique? Si, c'est toujours problématique quand les conneries viennent du haut, quand ça vient du haut, c'est toujours de base plus problématique. Mais avec cette idée de post-vérité, c'est vraiment l'idée que ces dernières années, on est rentré dans une nouvelle ère, celle des conneries, du mensonge, etc., etc. Et bon, c'est une façon de, ça veut dire, si c'est post-vérité, ça veut bien dire que avant, en fait, une dizaine d'années, avant les réseaux sociaux, etc., on était dans l'ère de la vérité. Et là, je suis pas sûr que le XXe siècle, qui est quand même celui du totalitarisme, de la propagande à des fins marketing et électorales, soit le siècle de la vérité. Mais tu es assez critique, par exemple, sur les fact-checkers et la mode qu'il y a dans les médias de faire du fact-checking. Je suis pas contre le fact-checking en soi, mais je pense que s'imaginer qu'on pourra contrer la montée de Trump et de toute l'internationale fasciste à base de fact-checking, c'est peut-être utile, mais c'est absolument pas suffisant, parce qu'en réalité, ce que vendent ces personnes-là, c'est tout un récit, c'est tout un imaginaire articulé autour, ce que tu disais, du masculinisme, du virilisme et de beaucoup d'autres choses, du racisme, etc. Et donc voilà, c'est pas juste qu'ils se trompent avec les faits, c'est aussi qu'ils amènent, je pense, tout un récit
récits alternatifs on doit être capable aussi de réinventer. Ça, c'est un travail culturel, collectif, un travail d'hégémonie, et je pense que du coup, ça va effectivement au-delà de simplement vérifier si les faits sont vrais ou pas. Faut mieux les combattre politiquement, disons. Ouais, c'est Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manuel. Je conseille vraiment tous tes livres. Notamment, tu as fait un livre sur la France insoumise qui est très intéressant. Voilà. Retrouvez Manuel Cervera Marzal. Puisqu'on parlait de post-vérité et de mensonges, la transition est toute trouvée puisque c'est l'heure de la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova. Et oui, c'est toujours la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Vanessa Codaccioni. Et on accueille à présent celui qui cartonne avec son spectacle Contexte, qui a même obtenu 3 T dans Télérama, qui va donc se retrouver avec un public de profs et de dépressifs. Pléonasme, Hakim Omiri. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'animateur Arthur, dont le vrai prénom est Jacques. Alors, on devrait savoir qu'un mec qui donne pas son vrai nom, on peut pas lui faire confiance. J'explique. Le média féministe L'Effronté a sorti une compile de l'émission Apprendre ou à laisser, où Jackie, on va l'appeler Jackie, vu qu'il s'est comporté comme un beauf, a un comportement très déplacé. #euphémisme. Le concept de l'émission Apprendre ou à laisser, pourtant, c'est génial. C'est un multimillionnaire qui anime un jeu où il demande à des smicards ce qu'il ferait s'il gagnait 100 000. C'était un peu son rendez-vous en terre inconnue. Et les pauvres, trop mignons. Il répondait, si je gagne, j'aimerais bien rembourser des dettes ou un crédit. Et lui, quand c'était des femmes, il pouvait dire des trucs du style, tu veux pas plutôt te payer des nouveaux seins? C'était trop marrant. Et elles ouvraient des boîtes et lui il voulait les déboîter apparemment. Donc c'est la première fois que je vois un best-of MeToo. Et comme ce medley a buzzé, il a tenté de le faire supprimer pour atteinte aux droits d'auteur. Il est fort, hein. Ça veut dire, Arthur, il a des droits d'auteur sur ses agressions sexuelles. Il touche de la SACD sur son MeToo. Il peut être là, tu vois, quand je l'embrasse et qu'elle a rien demandé, là, je prends de l'oseille. À un moment donné, il dit, oh là là, quelle mini-jupe, ras la salle de jeu. Ça c'est protégé par le droit d'auteur, comme pour Molière, sauf que après son droit d'auteur il protège pas des chefs-d'œuvre, il protège des chefs d'accusation. Donc t'imagines si au procès Mazan quand le juge il montrait les vidéos, le Marie Pellico il avait dit oh les droits d'auteur là, si tu veux regarder tu payes hein. Bon, ce bon vieux Arthur a dit que c'était une campagne de calomnie due à des effets de montage. Alors tu peux mettre le meilleur monteur d'Hollywood dessus, je te garantis qu'à chaque fois le problème c'est toi. Hein. Et comme notre Jackie a tout fait pour supprimer la vidéo, ça l'a rendu viral. Du coup, il y a des journalistes qui se sont mis à regarder toutes les émissions. Il y en a un, il a uploadé une vidéo de 2h40 et il a quand même précisé, j'ai pas pu tout mettre. Titre. Il y aura une partie de Arthur, la sauce de son MeToo, elle a du rab. Devant le nombre de preuves, Arthur a enfin reconnu qu'il s'était mal comporté et il a demandé pardon. Je déconne. Il a obtenu l'ouverture d'une enquête pour injure publique aggravée par un motif discriminatoire en lien avec la religion. Je traduis, il a dit que c'était antisémite contre Uno. Il a la même défense que Netanyahou avec la CPI. Il utilise le judaïsme comme une cape d'invisibilité. Sauf que là, c'est pas Harry Potter, c'est Harry le Plotter. Mais c'est quoi ce cheminement de pensée? Arthur, t'es problématique. Tu dis ça parce que je suis juif? Non, je dis ça parce que je t'ai vu masser une meuf qui était en pleurs. Ouais, mais tu le dénonces parce que je suis juif? Non, je le dénonce parce que t'es un porc. Non, mais tu veux dire que tous les juifs sont des porcs? Non, je parle de toi. En fait, c'est insupportable à la fin. Parce que dans la vidéo, on voit tous un connard. Il n'y a que Arthur qui voit un juif. Après, je pense qu'il va pas m'en vouloir de prendre position parce que lui, il est terrifié par le silence des personnalités sur les événements tragiques. Lui aussi, il a ses combats. Après, c'était pas le cessez-le-feu et qu'on arrête de tuer des innocents. Lui, c'était qu'on libère les otages israéliens. Et c'est très bien, il le faut. Mais les 3432 otages, dont des enfants en détention administrative par Israël, sans inculpation ni procès à Arthur.
Tu m'emmerdes. Arthur, tu veux pas œuvrer pour la libération de tous les otages, peu importe le camp? Non, parce qu'en fait, je viens déjà de faire un pins et on va pas refaire toute la com. Après, il était tellement remonté, il a appelé plein d'artistes pour leur reprocher de pas prendre position pour Israël. Oui, j'ai beaucoup de potes qui m'ont avoué que tu leur avais mis un coup de pression, Jackie. Et oui, j'ai mes sources. Voilà. Attends, c'est Hakim ou Mediapart? On sait pas. Allez, dernière info. En Israël, la coalition a voté contre une enquête d'État sur les événements du 7 octobre. Je savais même pas qu'on pouvait voter contre une enquête, moi. J'ai l'impression de regarder un mauvais téléfilm. Tu sais, meurtre au chalet, tout le monde est suspect, mais t'en as un, il est à côté du corps, et il dit venez, on n'enquête pas. Non, ça va gâcher l'ambiance. Alors je finirai avec une pensée sincère pour tous les juifs qui, surtout depuis 15 mois, se retrouvent associés tous les jours malgré eux à des merdes qui utilisent leur religion pour justifier leurs agissements pourris. Je suis avec vous et je sais ce que ça fait parce que moi, ça fait 23 ans. 23 ans de ma vie que je suis associé tous les jours par des fils de pute à la télé, dans la presse, à la radio, à des terroristes, alors que moi, je suis juste un mec normal. On est des millions. On est des millions. Alors à ceux qui font un amalgame dans un sens comme dans l'autre, on n'est pas ensemble. Et à ceux que mon prénom dérange, eh ben je m'appelle Hakim Omiri, je suis français et Free Palestine. Hakim Omiri. Merci Hakim. Tu es en tournée avec ton spectacle, notamment à Montpellier, Tours, Biarritz, Marseille et Troyes. Toutes les infos sur ton compte Instagram. Merci beaucoup, Hakim. Vanessa Kodachoni, tu es toujours avec nous. Avec toi, on a parlé de répression, de police, de justice, mais on n'a pas assez parlé de toi. De tes goûts, de tes choix, de qui tu es, de est-ce que tu connais Patrick Fiori? Est-ce qu'il est sympa en vrai? On va essayer d'en savoir plus sur toi à partir de tes lectures, Juliette. Et je t'ai demandé, Vanessa, quel livre t'était resté de l'enfance? Là, alors la Zéro hésitation, Le Grand Maulne, Alain Fournier, 1913, qui est pour plein de gens un roman magique parce que c'est la rencontre de l'enfance, de l'adolescence avec l'amitié et l'aventure, teintée d'une chose un peu magique. Tu m'as bien précisé, sans hésitation, pourquoi, dans quelles conditions tu as lu ce bouquin? Sauf si c'est gênant. Non. En fait, c'est une amie de ma grand-mère qui était institutrice et qui voulait absolument que je lise des vrais livres. Et c'était, effectivement, j'ai dû ça, je sais pas, 8 ans ou 9 ans. Ah, c'est petit. Oui, c'est petit. C'est le premier vrai livre que j'ai lu. Et ça m'a fait une émotion, je peux pas te l'expliquer, ça m'a fait quelque chose, un vrai livre, pas la Comtesse de Ségur, pas Martine, pas le Club des 5. Oui, mais... c'est-à-dire un bouquin où à la fin, il n'y a pas une morale. Mais il y a une histoire en fait, il y a quelqu'un qui a écrit une vraie histoire, c'est un vrai livre, c'est un objet. Et moi j'ai toujours été très attachée à la matérialité de l'acte d'écrire même, donc le livre, oui. Et puis bon, je l'ai déjà dit, mais ma mère était secrétaire médicale et je pouvais la regarder des heures, taper à la machine. Je trouvais ça absolument incroyable, j'étais complètement fascinée. Et là, je faisais le lien entre taper à la machine et avoir une vraie histoire, tu vois. Et peu de temps après, je sais pas, quelques temps après, j'ai écrit mon premier roman, donc où c'était l'amitié de 3 filles et pas 3 hommes comme dans Le Grand Maulne. Donc il y a bien un lien entre les deux. Ah, quand même, il y a un lien. Évidemment. Tu l'as relu à l'âge adulte? Je l'ai relu à l'âge adulte il y a quelques années. Bon, ça fait pas l'effet. C'est-à-dire, c'est un livre pour enfants, quoi, ou pour ados, mais c'est pas un livre pour adultes. On n'y retrouve pas ce qu'on y retrouve. Moi, ce que j'avais adoré dans Le Grand Maulne, c'est la fête, quoi. C'est ce domaine incroyable, les rondes, la musique, les enfants qui jouent. Et je l'ai gardé longtemps, moi, ça. Oui, et puis après, on les fêtes, et c'est pas du tout comme ça. Voilà. Mais heureusement, il y a l'alcool. Je t'ai demandé ensuite. Elle glisse des petits conseils. Ouais, non, c'est pas des petits conseils, c'est malheureusement une vérité. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir adulte, et tu as hésité un petit moment, et puis tu m'as dit non, mais ça sera un roman de Marguerite Duras, et plus précisément, ça sera Le Ravissement de Lolvestein, qui date de 1964. On dit que c'est le plus grand roman de Marguerite Duras. Ça se balade au niveau de la forme entre le roman classique et le nouveau roman, dont faisait quand même partie, même à la marge, Marguerite Duras. Tu m'as dit que ce livre, il t'avait à la fois ému et porté. Ouais. Quel type d'émotion?
Ah, c'est dur parce que Duras, ça suscite des émotions très fortes en fait, et c'est ça que je cherche quand je lis un ouvrage en littérature. En général, c'est rechercher une émotion. C'est très beau, Duras, c'est très violent, mais c'est très beau de la manière dont elle écrit, c'est phrasé, il y a des phrases qui sont pas finies, on comprend rien à ce qu'on lit a priori, mais en fait on comprend tout. Ouais, c'est vrai qu'il faut accepter dans ce roman qu'il y ait une enquête de se perdre. Ça parle d'une femme qui est très amoureuse d'un homme, mais ça parle jamais d'amour chez Marguerite Duras, c'est jamais dégoulinant, c'est jamais sentimental, c'est jamais romantique. C'est une fille de 18 ans qui voit son fiancé partir avec une autre femme sous ses yeux lors d'un bal. Il lui est ravi, et donc elle est comme frappée à ce moment-là, elle s'évanouit à la fin et elle devient folle, même si on peut supposer qu'elle l'était avant. Et ce qui fait... Ben oui. Non, c'est un rire malheureux, oui. Et parce que c'est pas drôle, Duras, du tout. Quoique. Et en fait, Duras, elle s'est inspirée d'une vraie personne qui était en analyse psychiatrique pour écrire ce livre. Donc voilà. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai lu Lolvestein, je me suis déjà dit que personne pouvait écrire ce livre-là sauf elle. Donc en fait, qui peut écrire Lolvestein? Personne. Qui peut écrire Hiroshima, mon amour? Personne. La douleur? Personne. Enfin, elle est vraiment, il n'y a rien au-dessus, mais il n'y a rien à côté. Donc ça, déjà, ça parle. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment ça que tu veux faire. Tu veux vraiment écrire. Ce qui est rigolo, c'est que ce roman est une enquête qui ne réussit pas forcément, et qu'il y a une partie de ton travail où toi-même, tu enquêtes. Exactement. Donc il y a quelque chose chez Duras qui est souvent de l'enquête, parce qu'il n'y a pas de fin en fait. Je ne sais pas comment dire, en fait on s'en fiche de la fin, on n'en a rien à faire. Mais c'est ce qui se joue pendant l'interaction, pendant les communications, pendant les regards. Et moi j'aime beaucoup ça, tu disais l'enquête, mais chez Duras il y a aussi tout un jeu de regards. On ne sait jamais qui parle, on ne sait jamais qui regarde. Et il y a une importance du voir, de l'observer. On retrouve ça dans Lolvestein. En fait, elle voit son amoureux partir avec une autre femme, donc elle a vu, et ensuite elle veut revoir un couple en train de faire l'amour. Enfin, il y a une forme de... c'est la question du voyeurisme qui m'intéresse pas beaucoup, mais en tout cas la question du voir, elle m'intéresse, et on la retrouve beaucoup chez Duras. Par exemple, on se rappelle tous la fameuse phrase de Hiroshima, mon amour, tu n'as rien vu à Hiroshima. Ça, c'est l'amant japonais qui parle. Et donc ça m'intéresse, parce que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui regarde beaucoup. Et le regard, ça me parle. Voilà, on n'aime jamais les livres de manière hasardeuse. On va aller vite sur le dernier. Je t'ai demandé quel livre t'avait fait rire. Alors là, t'as un petit peu plus... Ah oui, parce que je lis pas des rires pour le lire. Non, mais... Tu m'as parlé de La bâtarde d'Istanbul d'Elif Shafak de 2006, qui est une écrivaine contemporaine. On va juste dire un truc, c'est que dans ce bouquin, qui est une grande saga sur plusieurs générations de femmes, et arméniennes et turques, c'est un bouquin qui a été, qui lui a valu un procès, bien sûr, par l'État turc, parce qu'elle aborde la question du génocide arménien. Et en fait, elle a eu un procès au début des années 2000 pour insulte à l'identité turque. Et Elif Shafak, c'est une écrivaine turque qui est féministe, qui se dit laïque, et en fait qui se moque des normes de la société, des normes sociales, qui critique beaucoup la société patriarcale, qui critique beaucoup Erdogan. Et dans ce roman-là, en fait, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui se rencontrent, une turque et une arménienne. Et ce qui est très drôle, c'est c'est un livre qui est peuplé de femmes. Alors c'est pas un livre rigolo, les thématiques sont abordées, sont vraiment loin d'être drôles. Mais la manière dont elle raconte, c'est drôle. Merci beaucoup, Vanessa. En tout cas, ça donne envie de découvrir. Merci pour tous ces conseils. Merci, Juliette Arnaud. Vanessa, tu restes avec nous, hein, l'émission est bientôt terminée, mais on reste ensemble parce que je voulais te présenter un collègue à toi. Il est politiste aussi, dans le sens où il analyse les rapports de force qui traversent la société, mais avec une méthode bien à lui, quoi, bien particulière, en s'aidant de houblon fermenté. Il est professeur à Sciences Cro. C'est Aymeric Lompré. Bon, comme vous le savez, pour les chroniques, on tire au sort les sujets. Et là, je suis tombé sur l'investiture de Trump. Pierre, il était tombé sur pipi caca. Je viens juste prendre un cachet. Alors, si vous cherchez sur YouTube sa chronique, il marquait flop Pierre-Emmanuel. Bon, allez, Trump, il est président. Ouais. Non, je sais pas. Ouais ou pas ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, les pros de l'actu, là? On fait quoi, là? Ouais. Non, mais je sais pas. Guillaume, est-ce qu'on doit faire comme à France Inter où il fallait équilibrer un peu? Là, non. Là, on peut carrément dire que les Américains, c'est les gros cons. On peut le dire. Si tu le penses, ils sont oui. cons, mais c'est pas possible. Ah, je le pense. Ah oui, ils sont cons. Ils sont finis à la pisse quand tu bois de la pisse, quoi. C'est pas possible. Après, il y avait les indices, hein. Leurs Twingo, c'est des tanks, ils boivent des coca de 10 litres, et quand tu leur demandes où est l'Australie sur un globe terrestre, ils sont là. Non, ça, c'est le socle, Tommy. Alors,
Putain, je te jure, ils savent même pas placer leur propre pays sur une carte, je te jure. Et ceux qui savent, ils osent pas le dire parce qu'ils ont peur qu'il y ait un gros doigt qui arrive sur eux comme ça. Oh no! Oh my god, this is a big finger! Là, faut que vous rentrez dans le délire, hein, sinon ça va être long. Non, mais je sais pas comment c'est possible que les Américains soient les prums du monde tellement ils sont cons. Alors partout, pas tous, hein, bien sûr, hein, mais beaucoup quoi. En plus, leurs cons à eux, tu sais, c'est parce que nous, nos cons, c'est genre Raphaël Enthoven, quoi. C'est genre con, mais avec du thé, des écharpes et des poils dans le nez. Mais eux, leurs cons, c'est genre, hey Tommy, we're going to pêcher à la dynamite. Yeah, Brian, yeah, fucking good Heidi. I got to fuck the fish. Ah, look at me, Tommy. Look at me. I put a button de dynamite in my trou de balle. You're so funny. You too. Oh no! You're Brian! Brian, no! You are dead! We're going to the enterrement! Il y a du mime et tout, c'est incroyable. Waouh, j'ai une remontée de LSD. Bon, alors, non mais j'ai regardé l'investiture là, du chef des cons, là, Trump. Bon, déjà, Donald, il est arrivé à la Maison Blanche en Apache. L'hélicoptère, hein, pas l'Indien. On n'arrive pas en Indien quelque part. C'est pas un moyen de locomotion, un Indien. C'est pas un moyen de locomotion. Il y a un Indien qui est mal garé en double fil, là. Alors... Non, un Apache, c'est le nom d'un hélicoptère. Alors les Américains, ils appellent leurs hélicoptères comme les gens qu'ils ont massacrés. Hyper sympa. Tu vas t'acheter quoi comme hélicoptère? Un Coréen. Mais non, mais prends un Afghan. T'es sûr? Bah moi j'ai un Libyen et un Irakien. Bon, on s'en lasse très vite, hein. Alors, bon, j'ai pas de chute à ce dialogue. Mettez-le en commentaire. Non. C'est pour faire du rich. Alors, comme ils disent les enculés. Bon, alors après Trump, il est descendu de l'Apache comme ça, il est rentré dans la Maison Blanche en défonçant les portes comme ça, fait good morning everybody, good morning, get fuck out the PD and the queen and the trans. There is two genders, the man et leur paufias. Where is the bureau ovale? Je vais aller signer lot of décrets with mon stylo qui fait fusil à pompe. Ouais. D'un côté il écrit, de l'autre il efface. Ouais. Les décrets c'est n'importe quoi. Bon là il y a eu les classiques, hein. Il y a eu les migrants, les arabes, les femmes, les trans. Mais là on dirait il y a des décrets, on dirait qu'ils ont été écrits par des mecs sous LSD, je te jure. Il y en a un où il veut changer le nom d'une montagne. Voilà, il veut changer le nom. Donald dans sa tête il a 8 ans quoi, je te jure. Je veux que les autoroutes elles soient en chocolat. Bon. Après j'avoue que si j'étais président de la France, je changerais des noms des trucs aussi. Genre les Vosges, tu sais, j'appellerais ça faites le tour. Mais attends. Mais le problème de Donald Trump, c'est que c'est un enfant de 8 ans avec la plus grande armée du monde, quoi. Ça, c'est... Donald Trump, c'est ton neveu qui sort d'un cancer à qui tu peux rien dire, quoi. C'est tonton Emmerich, pourquoi t'es pas aussi drôle que Paul Mirabel? Et toi, pourquoi t'as la coupe de Ken Kojandi? Non. Je t'aime, Léon. Non. Après, les décrets, ils ont fait une teuf. Alors, la teuf, elle a commencé par YMCA. Alors quand une teuf commence par YMCA, soit t'es dans les Vosges, soit t'es dans les années 80. Dans les deux cas, faut faire le tour. Après, il y a Musk qui est arrivé. Alors le Musk, lui c'est le copain de l'enfant de 8 ans, mais lui c'est éducation positive. Voilà. Tu sais, il y a les yeux qui se touchent comme ça et ça. Et les parents, ils sont là, non, il est HPI. C'est juste qu'il sait pas très bien gérer ses émotions. Hein, Elon? Tu sais que demain, il n'y a pas école, Elon. Bon. Et ça fera une belle vignette pour la vidéo, ça. Ça mettez ça, YouTube, là. Allez. Bon, j'espère que la semaine prochaine, je tombe sur le sujet Bruno Retailleau. Comme ça, j'aurais déjà écrit la chute. Merci de m'avoir écouté. Émeric Lompré, qu'on peut retrouver sur YouTube, bien sûr, on peut le retrouver partout. Sur toutes les applis de podcast. L'émission est presque terminée, mais pas tout à fait. Vanessa Kodacheli, tu es toujours avec nous. Oui. Avant de te libérer totalement, on a quelques petites dernières questions à te poser. Juliette. Vanessa, juste pour le fun, même si tu n'y crois pas du tout, est-ce que tu as déjà essayé sur toi un détecteur de mensonges? Non, mais on m'a proposé de le faire et j'ai refusé. Oh Pierre-Emmanuel, une question. Oui, Vanessa, vous diriez que c'est quoi qui s'est écrasé le plus souvent sur des visages innocents? Des matraques de CRS ou la bite à l'abbé Pierre?
Les matraques. Les matraques, très bien. Oui. Émeric, ouais, c'est difficile après, c'est difficile, ouais. Si je bande pas, est-ce que ça veut dire que je mens? Alors... Bon. Là, c'était de l'impro. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai une question. Si tu devais contrôler quelqu'un au faciès dans l'équipe, tu choisirais qui et pourquoi Émeric? Voilà, tu as répondu tout de suite. J'ai répondu, d'accord. Juliette? Tu es professeur à l'université. Alors la question non résolue, je dois te la poser. Est-ce que c'est oui ou non l'université un repère d'islamo-gauchistes? Non. Oh, dernière question. Vanessa, tu préfères mater tous les Julie Lescaut à la suite ou être enfermée dans un ascenseur avec Bruno Retailleau? Julie Lescaut. Julie Lescaut. Merci beaucoup Vanessa Colaccioni d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On conseille tous tes ouvrages et toutes tes interviews. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Merci aussi à Florian Boutière, Douli, Hakim Omiri d'avoir été avec nous. L'invité de notre invité, Manuel Cervera-Marzal, lisez-le également. Merci toute l'équipe technique de l'Européen, on peut leur faire du bruit. Malo, notre réalisateur aidé par Lucille, qu'on appelle Lulu. Paul à la technique depuis les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova, toutes les équipes de Frédéric Antelme. Merci à Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Aux équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale et tout le reste. Mano, Loris pour la prod. Notre indispensable rédacteur en chef, Ramzi Assadi, qui va bientôt écrire les revues de presse. Et oui, incroyable, dès la semaine prochaine. Et merci à Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Marie. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin du monde à toutes et à tous. Et vivement la dernière. La dernière.